Tu fais la photo, Nathalie? Ouais, allez, je la fais. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Merci de ne pas être sur les terrasses, mais d'être avec nous ce soir, parce qu'on sait que maintenant il y a les terrasses. Donc, à partir du mois prochain, on va changer un peu les horaires. On va revenir un an après le webinaire qu'on avait fait, qui était le webinaire inaugural sur les circuits courts. On va revenir sur ce sujet. On va essayer d'ouvrir un petit peu plus à la souveraineté alimentaire, à la RSE, à des choses comme ça. Et on l'a intitulé avec Nathalie « Alimentation locale, circuits courts, de la mondialisation à la globalisation et jusqu'à la glocalisation, le défi des territoires et des marques ». Depuis plusieurs mois, on enchaîne des épisodes de confinement, on espère que c'est fini, de couvre-feu. On se restreint nos interactions, nos déplacements, nos activités. Conséquences directes, les échanges de biens et de personnes sont plus limités. On note une tendance à un certain repli sur toi, notamment du point de vue économique. Perte de confiance dans les grandes marques alimentaires, quête de sens dans nos achats alimentaires, regain d'intérêt pour le commerce de proximité. Les Français n'ont jamais eu autant d'appétit pour les produits locaux et régionaux. Mais faudra-t-il encore qu'on les définisse ? Notre situation sanitaire totalement inédite pourrait-elle influencer en profondeur nos habitudes de consommation et d'approvisionnement en denrées alimentaires, à l'heure où on nous parle de souveraineté alimentaire, de relocalisation, d'alimentation de proximité? Est-ce une posture politique ou des bien-pensants? Quels sont les profils, Olivier, de ces consommateurs de produits locaux qui favorisent le Made in France? Et dès cette organisation… Je suis le seul à avoir perdu Sandrine ou Non, moi je suis là, hein, moi je n'ai pas bougé. Hein. Et dans cette organisation, comment s'en sort financièrement l'agriculteur qui a toujours l'air d'être le dindon de la farce? Cette crise engendre-t-elle des changements d'organisation du territoire en matière d'alimentation? Qui sont les acteurs qui vont peser sur ce marché? Et ce soir, on a encore un super plateau d'experts que je remercie. N'y voyez aucun favoritisme, je l'ai fait par ordre alphabétique. Et on accueille Yves Christol, tout d'abord, qui est fondateur de Business Manifère, ex-DG d'Invivo Foodtech et Invivo Invest. Vous êtes l'ancien CEO du pôle innovation d'Invivo Foodtech et du fonds d'investissement Invivo Invest, de l'Union des coopératives agroalimentaires françaises d'Invivo. Vous êtes ancien directeur marketing commercial en distribution alimentaire. Vous êtes expert en business model et en route to market, en agritech, foodtech et biotech. On s'est croisés à pas à Vitagora, hein, c'est ça, hein, Vitagora. Oui. Et pour des fonds d'investissement et des incubateurs, vous êtes mentor de start-up et accompagné des dirigeants de PME et PMI. Et vous êtes fondateur et cofondateur d'une biotech pour le cannabis thérapeutique. Je ne sais pas si ça peut être local, hein, le cannabis thérapeutique, mais on pourra quand même en parler. On accompagne Olivier Dauvert qui était là, mais qui n'est plus là, qu'on ne présente plus en fin de compte, Olivier Dauvert. Tu veux en parler un petit peu, Nathalie? Non, allez hop, je te prends le cours. Qui en fait continue la distribution depuis 30 ans. Et il a été rédacteur en chef de Linéaire de 94 à 2001. En même temps, ouais, d'accord. Et de Rayon Boisson. Il est à présent éditeur. Je pense qu'on le suit tous sur les réseaux sociaux avec ses super petites vidéos road movie où il était chez Hermès, je ne sais pas comment ça se dit la semaine dernière. Hermes. On retrouve Hermes. Ah, voilà, il est de retour. Voilà, on l'a tous vu la semaine dernière. Et il a lancé, il donne des conférences. Il est intervenant sur des problématiques d'économie et de sociologie et de la consommation. Et il va nous parler de sa démarche. Il ne pourra pas rester avec nous pendant tout le webinaire hein, parce qu'il est sur la route et on le remercie, qui s'appelle Balance ton origine. On accueille aussi Isabelle Frappa. Bonsoir Isabelle, qui est responsable du pôle développement à la FEF et de label PME+. Alors vous avez un double parcours marketing, c'est important de le dire, c'est pas toujours le cas. Donc marketing et RSE, donc en tout ça fait une belle carrière de 25 ans, avec un premier temps en carrière de marketing classique, grande conso, chef de produit, responsable marketing sur Vana, critères et média performance, puis un deuxième temps responsable du mécénat et de la RSE pour média performance, et puis ensuite vous êtes parti à la chaire de la grande consommation et sec en tant que responsable du projet RSE, et vous avez rejoint en 2018 la FEF où vous intervenez à la chaire de la grande où vous intervenez au département au pôle développement FEF et le label PME+, excusez-moi. Votre moteur, œuvrer pour le développement d'une consommation plus responsable, qualité, locale, transparence. On accueille le chef Éric Guérin, on le remercie parce qu'on sait que c'est l'heure du service en général à cette heure-là. Vous êtes originaire… Pas encore, mais c'est l'heure du repas. Il ouvre le 9, ouais.
Il n'a pas une grande terrasse en Bretagne. Ah, voilà, c'est pour ça. Puis il pleut tout le temps en Bretagne. Oui, non, ça y est. Originaire de Toulouse, vous êtes passé par les cuisines prestigieuses de la Tour d'Argent et du Julien à Paris. Vous vous êtes installé ensuite en Brière pour y monter votre première maison, la Mare aux Oiseaux. Vous obtenez votre première étoile au guide Michelin en 2000 et ensuite vous ouvrez une deuxième maison qui s'appelle le Jardin des Plumes à Giverny, qui est aussi récompensé par une étoile Michelin. À la tête de cet établissement est maintenant le chef David Gallienne, qu'on connaît tous, vu qu'il a gagné, je crois, Top Chef l'année dernière. Et vous gérez aussi depuis 2017 le café du Musée des Arts de Nantes. Votre particularité, on vous remercie d'être là avec nous, c'est de ne travailler qu'avec des produits locaux que vous allez sourcer directement chez les producteurs. Et vous avez sorti en 2020 un livre dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Chemin croisé, qui est une déclaration d'amour en 55 recettes au territoire de la Brière, ainsi qu'aux hommes et aux femmes qui ont marqué, merci Nathalie, qui ont marqué et influé votre travail et avec lequel vous avez créé un solide maillage pour offrir et sublimer les produits locaux. Ça y est, on est tout de suite rêveurs quand on est là-dessus. On accueille Olivier Méval. Bonsoir Olivier. Moi, je ne vous vois pas, mais je pense qu'Olivier est là. Alors, vous êtes consultant en stratégie et marketing de la transition alimentaire et vous êtes maître de conférence HDR en sciences de gestion. Vous avez créé de nombreuses marques régionales pour le compte de coopératives et de grandes entreprises, PME, PMI, de l'agroalimentaire. Vous accompagnez les directions générales, les directions stratégie et marketing sur la transition éthique et protéique du consommateur. Et enfin, nous accompagnons Sébastien Pelka, enchanté. Alors moi, je fais tout de suite de la retop parce qu'il est alsacien comme moi, quoi. Donc, tout de suite. Vous êtes CEO et je crois que votre associé est dans le public, c'est Marc Torel ce soir, et cofondateur de Direct Market. Sébastien, vous avez œuvré pendant plus de 20 ans en grande distribution et accompagné pendant 10 ans des exploitations agricoles et start-up de produits locaux en B2C. Vous avez croisé la route de Marc Dorel, qui était un entrepreneur et un créateur de sites de vente de produits locaux à des particuliers. Vous vous êtes associé en 2018 pour créer cette plateforme D2B qui s'appelle Direct Market. Et vous avez réalisé vos premières ventes en 2019. En 2020, un chiffre d'affaires multiplié par 8. 2021, croissance supérieure encore. Vous venez de faire une levée de fonds très importante sur ce secteur et donc c'est vraiment important de le dire aussi. Et vous nous expliquerez plus avant ce que fait Direct Market, avec qui et quoi, mais vous vous occupez techniquement en fin de compte de la relation client, de la relation commerçant, de la relation avec le producteur. En fin de compte, vous faites quasiment toute la chaîne sur ce produit, sur cette offre-là. Vous allez enlevez les produits auprès d'exploitation, vous préparez les commandes, vous livrez à chaque magasin et vous gérez la facturation. Donc, vous voyez, comme vous dites, un très beau plateau ce soir. Et ma première question, et je la pose à tout le monde, y compris le chef Guérin et Olivier, et le deuxième Olivier que je ne vois pas, c'est est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé en matière de circuit court et d'alimentation de proximité depuis un an? Et je pense que vous ne m'en voudrez pas que je passe d'abord la parole à Isabelle, qui est notre femme du panel ce soir. Isabelle, vous nous entendez? Je vais commencer par mettre mon micro. Voilà. Alors, je verrai de mon regard, je verrai deux faits. D'abord, l'accélération du mouvement consommateur qui voit dans le fait d'acheter un produit français, un produit local, quasi un acte citoyen, un acte de soutien de l'économie. Acheter un produit issu de son territoire, acheter un produit de proximité, ça devient quasi finalement protéger, un acte de protection de l'emploi, d'assurance d'acheter dans une entreprise qui fait de l'emploi. Et puis deuxième élément, représentant les PME des territoires, moi je dirais que cette dernière année a réaffirmé à la fois l'agilité, la résilience, la capacité de réactivité, voire même de transformation de l'appareil productif des PME.
Alors, on n'est pas dans l'alimentaire, on est dans les masques, par exemple, mais nous, on a pas mal dans les 950 entreprises adhérentes, on a beaucoup d'exemples comme cela de transformation extrêmement rapide de l'outil de production, s'éloignant rapidement de l'alimentaire, de l'exemple du groupe Lemoine qui, produit d'hygiène, qui a commencé par fabriquer des écouvillons et puis qui ensuite fabrique des masques bientôt chirurgicaux et ce qui nous évitera d'acheter des masques de Chine. Voilà. Donc, accélération du mouvement consommateur de citoyenneté au travers de l'achat et puis capacité de résilience, réactivité, agilité de ces petites entreprises ancrées dans les territoires. Olivier Mivet. Ah oui, Olivier Dauvert. Puisqu'il faut interagir, moi je me propose Bien d'aller, sûr, Olivier Dauvert, on va interagir. et sans me forcer beaucoup, mais parce que j'adore ça, je trouve que ça participe à alimenter la réflexion de chacun, c'est que là, Isabelle, tu as chroniqué ta pensée, tu n'as pas chroniqué la consommation. Et on tombe tous, autant que nous sommes, dans ce travers-là. Il n'y a rien aujourd'hui, malheureusement, qui montre par des chiffres que ça a fondamentalement changé sur le fait que l'acte d'achat soit un acte citoyen. On le veut tous. Je pense que je ne peux pas être suspect de ne pas le vouloir avec ce que je fais par ailleurs et on en parlera. Mais là, non, malheureusement, il faut arrêter de chroniquer la conso en fonction de notre conso à nous. C'est bien, Olivier, mais direct les pieds dans le plat. Alors, non, mais la réalité de la conso, quand on regarde les chiffres et non pas son comportement à soi, ne traduit pas passer quelques mois de contraintes quand il n'y avait rien qui venait d'ailleurs. Quand l'année dernière, il n'y avait pas de fraises espagnoles parce que les distributeurs s'étaient engagés à ne pas les commander, oui, on a mangé des fraises françaises. Mais ce n'était pas par choix, c'était par contrainte. Donc, je pense que dans l'analyse que l'on fait, il faut d'abord dissocier la conso de sa conso et ensuite ceux qui, dans les comportements qu'on a vus, étaient sous la contrainte. Et donc, dès lors qu'on relâche la contrainte, reprend sa forme à peu près naturelle. Moi, j'ai appelé ça, il y a un an, la théorie de l'élastique. Et il se trouve que manifestement, elle est à l'œuvre. On voit bien que même s'il y a une petite déformation post-crise, l'élastique, il reprend la forme qu'il avait avant la crise. C'est peut-être triste et ça ne fait pas rêver de le dire comme ça, mais il n'y a pas d'éléments tangibles qui montrent ce changement. Il y a une accélération, il y a des petites doses, il y a OK, mais pas dans la relation au circuit court ou à des produits qui portent un sens particulier, malheureusement. Mais alors, sans vouloir relancer le débat, mon cher Olivier, ça dépend à quel niveau que tu te situes, si tu veux. Moi, là, je représente des entreprises industrielles qui ont des ventes, tu vois ce que je veux dire, qui ont des ventes, qui ont des transformations, qui au départ voyaient les tarmacs remplis de masques chinois et puis qui décident de prendre position et qui ont des ventes qui envolent parce qu'à un moment donné, même si ça coûte un peu plus cher, les masques français, ils sont vendus. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, tu as des tendances qui ont été vraiment générées par l'année 2020 et que voilà, c'est la pluralité du conso. Mais après, nous, on le voit dans les ventes pour le coup de nos entreprises et dans de certaines, encore une fois. Hein, mais pas de la moyenne. Mais Isabelle. Mais tout à l'heure, je te donnerai quelques résultats. Tu verras d'une étude qu'on a fait sur l'impact économique des PME des territoires. Et là, ça vient d'une étude. Tu verras. Ce qui est bien, c'est que ce soir, je sens qu'on va bien s'amuser. Mais Nathalie, je t'en prie, vas-y. Pour compléter, je fais un parallèle avec la végétalisation de notre alimentation. Qui effectivement est surmédiatisée et quand on regarde dans les faits, ça bouge pas beaucoup, ou en tout cas pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'achètent pas de viande, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc bref, je ferme la parenthèse sur ça. Mais sur l'alimentation, il y a quand même des choses qui ont changé, notamment par exemple sur le petit déjeuner. Qui là, Olivier, on a des chiffres, c'est bien resté. C'est-à-dire que on a montré que, alors c'est aussi parce qu'il y a encore du télétravail, mais on a montré par exemple que le fait de prendre un petit déjeuner, c'était pas, on n'en prenait pas parce que pas parce qu'on n'aimait pas, mais parce qu'on n'avait pas le temps. Donc il y a des choses et c'est resté. Oui, mais d'accord. Non, attends. Tu l'as dit toi-même, c'est parce qu'il y a une contrainte externe qui s'appelle le télétravail. Et donc, tu vois, tu fais bien le lien entre quelque chose qui est resté, mais parce que la contrainte, elle est restée. De grâce, dans l'analyse que l'on fait, il faut bien dissocier la conséquence d'une contrainte d'un changement qui va durer après. Moi, c'est ça que je conteste toujours, c'est on oublie la contrainte.
Je suis d'accord. Et la contrainte, on a fait la contrainte par temps, ça reste quand même un petit peu. Donc, effectivement, tu as raison, l'élastique, il n'est pas revenu complètement au départ, mais il n'est pas. Alors, je fais le parallèle sur la cuisine. On s'est mis à cuisiner parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas de resto, et puis qu'on s'emmerdait. Les gens, là, ils restent encore faire un peu d'assemblage, mais on va revenir à nos bonnes habitudes. Voilà. OK. Donc, est-ce que je peux passer la parole à Sébastien et après à Olivier Mével et après à Yves Christol, hein, Olivier, allez, non, il reste là. Sébastien, allez, on vous écoute, Sébastien. Mais Sandrine, moi, Olivier, il me passionne depuis longtemps. Je veux quand même entrer comme ça dans le sujet, quoi. Il se passe des choses. Ouais, je suis d'accord avec lui. Ça n'a pas changé de manière massive, mais il se passe des choses quand même. Et moi, j'aimerais quand même dire que ce qui était des signaux faibles, peut-être avant, mais pas forcément avant la crise, mais peut-être depuis plus longtemps. Mais aujourd'hui, se concrétise quand même. La preuve, alors je dis, nous, on est un microbe dans tout ce système alimentaire, mais il se passe quand même des choses qui sont intéressantes. Et il y a quand même des nouvelles voies qui sont en train de s'ouvrir. Il y a eu des appels, Olivier, de la grande distrie aussi aux producteurs à les rejoindre. Ça n'a pas marché si bien que ça non plus, ces appels, parce que dans tout ça, il reste quand même un problème à régler, c'est l'organisation des appros. Et suffit pas juste d'appeler à se rejoindre, mais comment on met ça en œuvre, quoi. Alors c'est un sujet que je vais approfondir après, j'espère, Sandrine, par rapport à ce qu'on fait avec Direct Market. Voilà. En tout cas, moi, je crois que les enseignes ont compris. Bon, ça fait un moment, mais aujourd'hui, elles ont bien compris le rôle crucial qu'elles ont sur ce sujet aussi, quoi. Parce qu'elles ont un impact. C'est plus de 85-90% de la consommation qui se passe chez elles. Et voilà, pour moi, c'est un sujet qui est ouvert aujourd'hui. Il y a une multitude d'initiatives qui arrivent. Et tout ça, c'est bien, quoi. Je trouve que c'est bien ce qui se passe, quoi. Olivier Mével, pas Olivier Dauvert, Olivier Mével. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, de dire est-ce qu'il se passe quelque chose, je dirais oui, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des consommateurs qui n'ont malheureusement pas d'autre choix que le prix, et pour eux, il ne se passe rien parce qu'il s'agit de manger, et il s'agit d'abord de répondre à un besoin primaire. Et malheureusement, en un an, ces gens sont de plus en plus nombreux. Je vous rappelle qu'il y a quasiment 2 300 000 personnes RSA en France. Et donc, dans cette situation, on a deux consommateurs et demi sur 10, diront certains, pour qui c'est la recherche du prix et uniquement la recherche du prix. Et c'est pas un hasard, et Olivier le dit souvent d'ailleurs, que les enseignes qui progressent le plus sont celles, effectivement, dont l'image prix est la meilleure auprès des consommateurs. Ce qui se passe, par contre, c'est que tout en haut, c'est-à-dire ceux qui ont, dans ce qu'on appelle nous les 2 derniers déciles des revenus de l'INSEE, dans ces 2 derniers déciles, on voit effectivement des signes qui amènent ces ménages à s'intéresser à 4, on va dire, idées en particulier. Alors, un quartet dans le désordre, le bio, l'équitable, le sain et le local. Si on doit remettre ce quartet dans l'ordre, chacun pourrait y aller finalement de son quartet, mais sans doute que le local ressort aujourd'hui nettement. Ensuite, derrière, le sain, la bio qui patine un peu et l'équitable derrière. Et pour moi, c'est dans ces 2 derniers déciles qu'on enrôle aujourd'hui des consommateurs qui répondent finalement à cette définition d'une transition alimentaire, d'une 5e transition alimentaire qui aujourd'hui porte ses effets. Et comme toute transition alimentaire, finalement, elle vient doucement et elle ne peut pas être là et partout en même temps. En ce sens, je rejoins totalement Olivier sur ce qu'il vient de dire. Et ce qui se passe, c'est que mon métier, moi, c'est de segmenter, de faire des études en segmentant. Mais par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au milieu, on a 6 Français sur 10 qui se disent en classe moyenne. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est le rapport qualité-prix qui les anime. Et ils restent bien souvent à l'écart, même s'ils ont un vouloir d'achat, leur pouvoir d'achat aujourd'hui les contraint
Et bien souvent, ils vont revenir dans la logique de la théorie de l'élastique de mon collègue Olivier. Merci Olivier. Alors au-delà qu'on ait le fan club d'Olivier Devers ce soir sur Planète Foot Santé. Ça m'a coûté un rein. J'ai hypothéqué un peu pour ça. Est-ce que je peux passer la parole peut-être au chef Yves Guérin qui peut peut-être avoir son avis sur le sujet, puis on terminera avec toi Yves. Chef Éric Guérin, qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour vous depuis un an, en sachant que vous avez été beaucoup fermé, mais est-ce qu'au niveau de la demande de vos clients, il y a peut-être quelque chose que vous avez vu un peu évoluer, le peu de temps où vous avez été ouvert, une sensibilité à ça? Alors, à mon niveau, c'est pas les clients, parce que j'ai plus de clients depuis un petit moment, mais c'est plutôt sur le terrain qu'on a vu la différence. En fait, il y a vraiment un mouvement, je trouve, qui s'est mis en place dans l'immobilisme qui a été le nôtre ces derniers mois. Et ce mouvement, il s'explique par plusieurs choses. Alors, effectivement, il y a eu la contrainte du premier confinement qui a entraîné les gens dans ce mouvement citoyen d'aller chez des petits producteurs, et ça on l'a bien senti, et mes petits producteurs l'ont vraiment très bien vécu. Il y a eu le fait que la restauration s'est arrêtée d'être bon client chez tous ces gens-là, et ils se sont concentrés sur une autre clientèle. Ils ont été amenés à développer des nouveaux marchés, à développer leurs affaires pour répondre à une clientèle de proximité, et ça on le sent vraiment très très bien. Après, moi, je dirais que par rapport, je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Je pense que de toute façon, il y a trois choses, les moyens, la conscience. Et malheureusement, dans tout ça, il y a effectivement cet effet d'élastique qui s'en va et qui revient. Et même les gens qui ont la conscience et la culture, malheureusement, avec le rythme de vie de la société d'aujourd'hui, se retrouvent dans le moyen limité qui fait que la démarche qui était celle de prendre sa voiture et d'aller chercher chez un producteur et de prendre le temps de cette rencontre et de ce moment de partage s'est retrouvée largement rétrécie par le mouvement de la société qui a repris son rythme. Et tout ça fait qu'on est loin d'être sorti de l'auberge et qu'effectivement, on se retrouve avec une petite conscience qui se met en place, une culture qui se met en place, avec toute une partie de la population qui n'a pas accès à tout ça, et la petite partie qui a la conscience et qui a la culture est soumise aussi à la pression au mouvement de la société qui va toujours plus vite et qui fait qu'on réduit notre liberté. Merci Yves. Mais je vais juste rajouter une chose. Pour tous les petits producteurs, il y en a de plus en plus. Ils s'en développent de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui quittent des grosses masses de travail pour revenir à la terre, pour revenir à une certaine vérité et pour nous offrir des choses tout autour de chez nous. Et moi, j'en suis ravi parce qu'effectivement, depuis 2-3 ans où on travaille dessus, on n'a jamais eu autant d'offres et de qualité. Merci Éric. Je me tourne vers toi. C'est intéressant de savoir si c'est le cas dans les autres régions. Éric, on en reparlera, mais c'est vrai qu'on voit bien que dans l'Ouest, il y a eu quand même un certain mouvement. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont installés. Il y a beaucoup d'émissions sur ce sujet-là de Parisiens ou en tout cas de gens dans les grandes villes qui ont fui, qui ont acheté des maisons. On voit bien que nous, dans l'Ouest, mais c'est un truc de dingue. Il n'y a plus de maisons à vendre à Saint-Malo, il n'y a plus rien. Oui, mais ils ne vont pas pour autant être agriculteurs. Hein. Non, mais par contre, en Mayenne, il n'y a plus de maisons à vendre avec un terrain et un jardin. Tu vois, il y a des choses qui se passent. On regardera si c'est vrai sur toute la France. On refera peut-être un élément. On aura peut-être moins besoin de circuits locaux à Paris, peut-être plus en province. Peut-être avec un peu de modération sur la généralisation qu'on a tendance à faire dans ce genre de… Tout à fait. Il faudra qu'on regarde si les chiffres sont… Voilà. Parce que si tu veux une maison à Saint-Malo, je t'en trouve une. C'est juste que le prix a augmenté, ce qui n'est pas pareil. Oh, je ne savais pas qu'il était à jouer. Je fais tout. Yves, j'ai oublié, effectivement, avec un certain budget. Oui, voilà, c'est ça. Je me disais que c'était entre 5 et 6% dans l'Ouest. Mais tu ne l'avais pas non plus avant la crise, je te rappelle. Mais bon.
Bon, allez, on avance là parce que Ouais, qu'on c'est bon, avance, hein. qu'on avance. Je me tourne vers Yves parce que on va terminer ce petit tour de table avec lui, puis surtout on va enchaîner sur la première question parce qu'en fait, quand on n'avait pas encore posé de questions, Ben mais on non, était à dire on n'est à pas dire rendu, des hein. choses. On n'est pas rendu, non, ça fait sûr. Yves, ton avis, puis j'enchaîne tout de suite vers une question en plus que tu m'avais suggérée, et c'est vrai que c'est toujours un peu problématique, c'était toute cette terminologie de souveraineté, de commerce, d'alimentation de proximité, de circuit court, de circuit long, qui fait qu'il y a encore des grosses confusions. Donc, je te laisse nous donner un petit peu ton point de vue sur cette période, d'enchaîner sur la première question, puis ensuite, on ira vers Isabelle. À moins que quelqu'un veuille réagir, Ok. hein, et je ne cite personne. Alors, en fait, l'avis sur une année d'évolution, moi je suis plutôt dans le temps long, c'est-à-dire que je viens de l'agriculture et de la transformation. Et donc, une année, c'est beaucoup trop court en temps agricole. Rien n'est visible si ce n'est soit l'agilité, soit l'errance. Et on est entre les deux, en fait. L'agilité de start-upers ou de petites entreprises qui peuvent bouger très rapidement et qui saisissent un business model de nôtre qui passe du B2B au B2C, au D2C, etc. Et cette agilité-là, elle se voit bien dans les PME et les startups. Mais sur tout ce qui est tendance de fond, et je rebondirai sur ce que disait Olivier Mével, on n'est pas du tout en mesure de mesurer ce qu'il s'est passé, si ce n'est que certains se sont pris des nouvelles barrières. La barrière de la logistique aujourd'hui, qui fait pivoter d'ailleurs pas mal de business models. Livrer des aliments d'un point à un autre, quand on fait de la masse ou quand on fait du point de croix, c'est totalement différent. Et quand on le fait pour un consommateur ou quand on le fait pour un chef ou quand on le fait pour un magasin, c'est encore différent. Et il y a énormément de risques du coup qui apparaissent. Le surcoût, la qualité des produits, l'hygiène, et on est sur ces temps longs et sur ces massifications qui sont de fait l'économie de l'agroalimentaire, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, ces micro-phénomènes sont toujours intéressants à regarder, à analyser. Est-ce que c'est des tendances de fond? Sûrement qu'il y en a, mais il y a quand même beaucoup d'agilité et de la simple agilité. Et pour rebondir sur ta deuxième question, sur les définitions, alors je ne prétends pas du tout avoir la science infuse ni la qualité de pouvoir définir des choses qui sont indéfinissables, mais on parle beaucoup de circuit court, local, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Alors, moi, ce que je propose plutôt, c'est de le poser sous forme de questions et que chacun s'enrichisse de la question et se trouve ses propres définitions. Mais si je dis un circuit court, un circuit court, c'est entre un producteur et un consommateur, le minimum d'intervenants. Donc, si je suis un chef et que pour mon gâteau au chocolat, je vais directement chercher un producteur en Amérique du Sud, et qu'il m'envoie ces grains de cacao et que je fais du bean to bar dans mon resto, c'est un circuit court. Et le produit a fait 16 000 km. Si je fais du local, ok, je vais chercher mes salades à 200 mètres de chez moi. Génial. Ma banane locale, déjà, est-ce que ça existe? Ben oui, sûrement, hein, parce que j'ai quand même envie d'avoir des bananes. Donc, localement, ben, je veux dire que la Martinique, pour moi, c'est la banane locale, parce que j'y attribue une partie territoriale, et puis bah, la plus proche de chez moi, peut-être que finalement, avec les vols réguliers Air France, ben, elle va venir tous les jours. Après, on est très très biaisé par le produit brut. C'est-à-dire que quand on parle de bio, local, etc., on parle du produit brut, la salade, la fraise, etc. Qu'est-ce qui se passe sur une pizza? Est-ce que ma pizza peut être locale? Ben oui, elle est faite chez le pizzaiolo du coin. Sauf que la sauce tomate est chinoise, le fromage n'est pas italien, mais il est indien, le sel, il vient du Pakistan, et le poivre, il vient du sud-est asiatique. Comment je pourrais faire pour avoir une pizza locale? Eh bien, dans ces cas-là, peut-être que la pizza, si on voulait vraiment qu'elle soit locale, elle serait saisonnière, elle vaudrait 3 fois le prix, et effectivement, les ingrédients qui la constitueraient seraient des ingrédients français, du sel de la Camargue, des tomates de la Bretagne, etc.
Donc voilà, quand on dit qu'on fait un produit local, en dehors d'un chef qui va sourcer autour de chez lui et qui fait lui-même ses courses et qui sélectionne lui-même ses producteurs et qui va rajouter des saveurs quand même qui viennent de loin, c'est une définition qu'il faut prendre comme une géométrie variable. Voilà. Donc ma salade locale, ça veut dire 20 km maximum, ma banane, ça veut dire 6000 km. Et finalement, quand on parle d'aliments, on se trompe peut-être. Peut-être que c'est la distribution qui doit être locale et non pas le produit, mais l'alimentation locale. Et dans ce cas-là, l'alimentation locale, mais c'est un autre débat que j'ouvre, c'est le commerçant. C'est-à-dire que je ne fais pas confiance au produit en lui-même, peu importe d'où il vient, parce que c'est compliqué de faire confiance dans un produit. Il y a X labels, on ne comprend plus les labels, on ne comprend plus rien. Par contre, le type qui me vend ces tomates, ces salades, ce poivre, etc., je peux avoir confiance en lui, parce que je le connais et parce qu'il est en bas de chez moi. Et l'alimentation locale, que ce soit le commerçant ou que ce soit le chef, là, oui, ça devient intéressant parce que c'est la personne qui me le vend qui prend la responsabilité de sélectionner quelque chose qu'il met en vente pour moi. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Et je vous laisse là sur la pizza locale et la banane locale. Mais on va revenir tout à l'heure à ça parce qu'on va aussi aborder le thème de la souveraineté alimentaire. Avant de passer la parole à Isabelle, excusez-moi, ce soir je yoyote, je voulais avoir peut-être une réaction du chef Éric Guérin à ce qu'a dit Yves. Hein. Peut-être que vous vouliez réagir à ce qu'il a dit ou pas. Vous m'entendez? Ah voilà, parfait. Moi, j'entends pas là. Allô? Non. Allô? Non, il ne nous entend pas. Il n'a pas mis le son. Hop. Si, c'est bon, vous m'entendez là? Ah, voilà. Voilà, je voulais savoir si vous aviez une petite réaction. Je trouve ça très intéressant justement ce discours parce que il est assez vrai. Et il est vrai aussi que pour nous, c'est plus facile de faire du local et c'est vraiment un travail sur lequel je pense que les chefs, mais pas tous les chefs, notamment les chefs gastronomiques et souvent étoilés Michelin, c'est un travail qu'on a vraiment tous mis en place depuis quelques années et effectivement pour nous c'est plus facile. Et même notamment pour ma part, tout ce qui est aujourd'hui petite saveur de l'étranger, je les limite au minimum. Alors qu'il y a une période, j'étais plutôt dans une cuisine du voyage avec des inspirations d'ailleurs. Et aujourd'hui, mes inspirations, même si elles sont d'ailleurs, je les retranscris avec un produit d'ici. Et plus le contraire. Et même les poivres, j'utilise un poivre de Masseron qui vient du Marais et plus du tout. Enfin, si, j'utilise toujours des poivres d'ailleurs, mais j'essaye beaucoup d'être en local à 95%. Merci Eric. Isabelle, alors je te remercie Yves, hein, tu m'as fait une ouverture parce que Isabelle, comme je vous l'ai dit ou pas super dit, vous accompagnez les adhérents de la FEF à intégrer une démarche qui s'intitule PME+. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter la FEF pour les gens qui ne connaissent pas, nous parler de cette démarche et en fin de compte, comment vous accompagnez l'économie des circuits courts sur le territoire avec ce label PME+, et comment les IAA, Industrie Agro, elles gèrent aussi leurs autres dépendances, parce qu'on parle toujours de circuit court sur l'appro de la matière, mais il y a aussi tout ce qui est emballage, voilà, et toutes ces autres choses, les énergies. Hein, voilà, si on veut parler de local, il y a aussi ce point-là. Isabelle. Alors, plusieurs questions en une. Alors, bien sûr. Rapidement, pour vous présenter qui on est et qui on représente, la FEF, c'est une association, un mouvement d'entrepreneurs indépendants français, 950 entreprises, TPE, PME, ETI, indépendantes des territoires, donc ancrées dans les territoires. Et la mission de la FEF, c'est à la fois de représenter ce modèle d'entreprise indépendante des territoires, et notamment auprès des pouvoirs politiques, et puis d'accompagner ces entreprises, d'être un facilitateur pour elles, et notamment dans leur développement commercial avec leurs clients et futurs clients, au travers de moments de connexion, d'informations qu'on met
qu'on met à disposition pour elles ou qu'on va chercher au travers d'accords et de négociations avec les enseignes. On est un facilitateur, un accélérateur pour elles dans leur développement. Puis on porte également depuis 2014 cette démarche, ce mouvement, label PME+, qui est un label de reconnaissance RSE de 163 entreprises aujourd'hui, sur la base d'un référentiel ISO 26000. Donc ça signifie que ça porte les 7 thématiques clés du développement durable. C'est un levier en fait pour beaucoup d'entre elles, de ces PME, de mise en place d'une démarche RSE dans leur entreprise. C'est-à-dire que entrer dans cette démarche et entrer dans la labellisation pour elles, avec une matière d'audit une fois par an, c'est deux intérêts pour elles. C'est d'une part de formaliser des engagements qu'elles ont souvent, parce que c'est dans leur ADN de PME familiale depuis plusieurs générations intégrées dans un territoire, mais elles ne savent pas qu'elles pratiquent leur métier de façon plus éthique et responsable que les autres, et en tout cas, elles ne l'expriment pas. Et puis, elles sont seules, elles n'ont pas les moyens TV ou budget de communication d'un gros. Donc, être dans un collectif, ça permet de mettre en lumière les bonnes pratiques, et notamment auprès du conso et des parties prenantes. Voilà. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, en quoi est-ce que... donc, moi, effectivement, je m'exprime là en représentation de ces entreprises. Je ne prendrai pas la parole sur d'autres angles que d'autres prendront. En quoi est-ce que nous, on peut participer à ce développement ou de l'appro locale? Je crois que, en fait, les entreprises, ces entreprises PME, elles sont interdépendantes dans leur territoire. Il y a un fort enracinement local. Et puis, parce que ce sont des entreprises, la plupart familiales, depuis plusieurs générations, elles ont une logique plutôt partenariale qu'actionnariale. Et souvent, notamment dans leurs relations avec les fournisseurs. Tu vois, quand on parle d'accords tripartites ou de contrats avec les fournisseurs, on en a certains. Bon, je pense à Gilo, par exemple, en Normandie, avec ses partenariats avec et son combat pour le lait AOP de Normandie et le camembert AOP de Normandie. Voilà, on est dans une relation assez proche et assez partenariale, d'interdépendance en fait. Donc, la plupart du temps, eh bien, elles cherchent à s'approvisionner au plus près. Type Alto en Bretagne, un adhérent de la FEF, tu vois, qui a des contrats avec les agriculteurs, bretons qui autour de chez lui, qui assurent 80% des appros quand c'est possible. Hein. Là, on entre toujours dans la quadrature du cercle quand c'est possible et quand il y a de l'offre. Et puis, je dirais qu'au-delà de cette imbrication, de cette interdépendance que je trouve très forte entre les entreprises et leur territoire, il y a le fait aussi qu'en un sens, elles participent à la recréation de filières, souvent. Nous, c'est ce qu'on constate. À titre d'exemple, tu vois, l'entreprise de Louis, une moutarde, de Louis, cette entreprise, elle a créé, mais ça veut dire aussi avec un soutien financier, à la création d'une filière de culture de graines de moutarde bio en Limousin, et puis en intégrant les agriculteurs en conversion bio. Donc, il y a une action de ces entreprises qui sont pour plusieurs générations et depuis plusieurs générations et qui sont interdépendantes de leur territoire, une action évidemment d'appro, mais aussi souvent de recréation de filières. Parce que, quelque part, même s'ils sont des PME, elles ont des moyens de travailler cela. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, elles vont chercher des partenariats pour le faire, voire même avec des enseignes. Tu vois. Redzel, ils ont refait une filière de cornichons en France avec l'aide d'une enseigne pour avoir une visibilité, parce que c'est des enjeux financiers très importants et pour leurs producteurs partenaires et pour elles. Et puis pour finir par rapport à ta question, quant aux autres intrants, notamment les emballages, appro local, appro pas local, et ben là je dirais qu'en fait c'est la réalité et le pragmatisme, ces fonctions à la fois de
de ce qui est disponible, à la fois du ratio aussi coût, même si pour bon nombre d'entre elles, il y en a certaines qui font des choix d'appro. Il y a des voilà, ça dépend. J'aurais tendance à dire en fait, ça dépend des intrants. Une réponse, ça dépend des intrants et forcément après. Quant à l'impact environnemental, là encore, encore une fois, on est sur des entreprises indépendantes qui sont ancrées dans le territoire. Donc, par nature, en fait, il y a une prise en considération de l'environnement dans lequel on est, parce qu'on est dans une logique de temps long. On n'est pas dans une logique actionnariale, on est dans une logique de durée pour ce profil d'entreprise. Je laisse la parole à Olivier pour qu'il puisse réagir. Ouais, absolument. Mais ça va être bientôt le tour d'Olivier. Non, mais je te remercie Isabelle parce qu'en fin de compte, les propos que tu tiens, puis ceux que tenait Yves tout à l'heure, vont un peu dans le sens de l'histoire où t'as le géographe Dumont qui disait que le territoire, c'était la bonne organisation pour l'alimentation et que en définitive, on pouvait peut-être descendre d'une strate si on avait peut-être une conclusion à tirer de cette période-là, c'est peut-être de descendre d'une strate au niveau de l'alimentation pour laisser peut-être le territoire s'organiser. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie en espérant qu'Olivier l'entende, parce que maintenant tu vas un petit peu parler avec Olivier. Hein. Tu m'entends, Olivier? Oui, je suis pas dans les oreilles. Vas-y. Et donc finalement, je trouve que Yves, tu as parlé tout à l'heure que peut-être notre magasin de proximité serait peut-être le plus légitime, en tout cas celui en qui on aurait le plus confiance. Et Isabelle, tu as parlé aussi des territoires. Donc à l'instar de Balance ton porc, que j'aimais beaucoup comme slogan, tu as lancé un autre hashtag qui est très intéressant aussi. Tu aurais pu garder ton porc, hein, parce que finalement, d'où vient le porc, mais c'est pas le même. Hein. Mais voilà, balance ton origine, tu as lancé cette démarche. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus, parce qu'on n'a pas tous été sur ton site. Où ça en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a fait bouger? Voilà, ça a fait bouger effectivement les choses. Mais voilà. Le point de départ de Balance ton origine, c'est le think tank agroalimentaire des Échos que je dirige depuis 7 ans, qui depuis longtemps a posé le problème de la souveraineté alimentaire, et on est très heureux aujourd'hui que ça devienne un sujet public, et quand je dis public, c'est quasiment grand public, donc ça rend le terreau très fertile pour des tas d'initiatives. Par principe, un think tank, on essaye d'être dans la raison et pas dans l'émotion. Donc, prendre le sujet agricole par les suicides, par le fameux chiffre d'un tiers des paysans qui gagneraient 350 € par mois. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer la cause, y compris dans le diagnostic. Le diagnostic, c'était en gros de dire, la ferme France, elle a 2 problèmes de compétitivité. Elle a un problème de compétitivité coût, mais qui ne se résoudra pas rapidement, facilement, et sur laquelle les acteurs n'ont pas la même, parce que c'est des politiques publiques, parfois même européennes. Et puis on a un deuxième sujet qui est la compétitivité hors coût. C'est-à-dire en gros, comment, à coût tel qu'il est, on donne de la valeur, oui ou non, aux produits de la ferme France. Et là, manifestement, il y a un sujet qui est pas exploré, qui est mal exploré, ou qui est traité avec tellement d'hypocrisie qu'il dessert la cause, c'est l'origine. Et en gros, le point de départ, c'est de dire, il faut arrêter de revendiquer l'origine France quand ça l'est, et de taire l'origine quand ça n'est pas français, voire même en tordant la perception que le consommateur peut avoir parce qu'on lui met une jolie carte de France, parce qu'on lui dit que c'est préparé en France, parce qu'on met un bout de matière française et on en fait des caisses. Et donc on va juste mettre ce qu'on appelle de la symétrie dans les promesses d'origine. Et en gros, c'est de dire que le consommateur doit savoir ce qu'il achète, et la baseline ou le claim ou le slogan de Balance ton origine, c'était de dire aider le consommateur à aider l'agriculteur, parce qu'il faut arrêter d'imaginer que ça soit l'industriel, le distributeur ou quiconque qui puisse aider l'agriculteur. C'est bien le consommateur en bout de chaîne qui va accepter ou non de donner sa valeur aux produits français. Donc, il faut aider le consommateur à aider l'agriculteur. Et pour ça, on s'est dit que la meilleure façon de faire, c'était pas d'en passer par la loi, parce que le sujet de l'origine, il est intraitable par la loi à cause ou grâce à Bruxelles, chacun voit comme il veut. Et donc, nous, on s'est dit, on va tenter de faire non pas de la hard law, parce que celle-là, elle n'est pas réaliste, et on l'a vu encore une fois dans l'arrêt du Conseil d'État à la demande de Lactalis, il n'a pas eu d'autre choix, le Conseil d'État, que de suivre quelque chose qui s'impose à tous. On s'est dit, on ne va pas passer par la hard law, mais on va passer par la soft law, qui est un concept un peu anglo-saxon, qui en gros consiste à dire, si on arrive à aligner tous les acteurs sur une trajectoire qui est vertueuse et qu'on le fasse sous l'égide de la tutelle publique, alors ça peut s'imposer à tous, et ça à valeur de loi.
Et donc, pendant 6 mois, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir tous les distributeurs, toutes les instances représentatives des industriels, de l'amont agricole, des industriels en nom propre, pour tenter de les aligner sur cette idée de la symétrie dans les promesses d'origine. Ça veut dire, écoutez, vous avez la liberté de revendiquer ou non l'origine, mais par contre, vous vous engagez à la revendiquer tout le temps et de la même manière, quelle qu'elle soit. Et donc, si vous n'êtes pas capable de dire que votre lapin, il est chinois dans le lapin à la moutarde, alors vous arrêtez de dire que le bœuf, il est français dans le bœuf bourguignon. Et si vous voulez revendiquer les deux, vous le faites. Si vous ne revendiquez que le vertueux, vous arrêtez. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et donc, au bout de 6 mois, j'ai réussi à embarquer dans un manifeste qui a été présenté à l'Assemblée nationale avec Jean-Baptiste Moreau et sponsorisé, on va le dire comme ça, par Agnès Pannier-Runacher. En gros, j'ai aligné tout le monde sauf l'ANIA. On va le faire brut de décoffrage. Les seuls qui n'ont pas signé sont l'ANIA. J'ai fait signer tous les distributeurs. Pas très étonnant. Hein. Pas très Sans exception, tous les distributeurs, parce que ce qu'il faut entendre, c'est que l'intérêt du distributeur, c'est de vendre des produits qui, à unité de besoin, sont les plus porteurs de valeur possible. Parce qu'eux, ils sont confrontés à des baisses de volume. Donc, chaque fois qu'on crée de la valeur par la compétitivité hors coût, ça les arrange. Donc, ce sont les meilleurs alliés aujourd'hui de cette démarche-là. Il faut l'entendre. Hein. Et donc, ils ont tous signé. La FEF a signé, COP de France a signé, la FNSEA a signé. Il y a une centaine de députés, de sénateurs qui ont signé, des industriels en nom propre qui ont signé. Mais l'ANIA n'a pas signé. Et je vais vous dire, ils ont plus qu'un train de retard. Ils ont une génération de retard, même si je comprends pourquoi ils ne le font pas. Parce que d'un point de vue opportunisme, c'est super facile d'aller acheter de la matière à l'étranger pour baisser les coûts. Et après, ils nous expliquent que c'est parce que le distributeur le veut ou le consommateur le veut. Ce qui est vrai aussi. Mais là, on proposait quelque chose qui ne crée aucune distorsion, puisque tout le monde montait en même temps. Il n'y avait pas de distorsion. Et je dis qu'ils ont une génération ou plein de générations de retard, c'est que qui peut imaginer sérieusement aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, de transparence, de réseaux sociaux, de bashing pour un oui, pour un non, qui peut imaginer qu'une marque conserve sa valeur en tordant à ce point la réalité avec un joli préparé en France et avec de la matière première dont on ne sait pas d'où elle vient. Mais personne ne peut imaginer un instant que ça tienne. Et Olivier, le timing... prennent des risques. Ça ce que tu dis là, c'est depuis quand? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Alors, Agnès Pannier-Runacher avait installé à la suite de ça un groupe de travail origine via la DGCCRF qui a malheureusement eu le temps de se réunir qu'une fois avant la crise. Il s'est réuni une deuxième fois. Mais malgré tout, voyons le positif. Il y a des choses qui ont avancé. Le Franco-Score d'Intermarché n'aurait jamais vu le jour sans balance son origine. Jamais. Ça va sans doute pas assez vite, sans doute pas assez loin. Le savoir d'achat de Leclerc n'aurait jamais avancé sans balance son origine. Je veux quand même juste vous dire que Leclerc, il a des couilles grosses comme ça pour mettre en face avant, non, écoutez bien, hein, en face avant de ses compotes, que la châtaigne, elle est albanaise, que la fraise, elle est polonaise. Vous imaginez la taille des roupettes qu'il faut avoir pour le mettre. Donc, ils ont des tas de défauts, et je ne dis pas qu'Olivier a toujours tort quand il les allume, mais quand ils en ont, il faut savoir le reconnaître. Citez-moi un industriel, soi-disant les grands amis de l'agriculture quand on écoute les discours de Lagna et de Girardot, citez-moi un industriel qui les a mises sur la table pour dire que sa fraise, dans sa confiture, dans sa compote, elle est polonaise. Vous n'en trouverez pas. Donc ça, c'est grâce à Balance ton origine. Lidl a dit aussi, et on commence à le voir sur les produits, qu'il voulait faire cesser l'origine UE sur ses produits et que désormais, il demandait à ses fournisseurs d'avoir le nom. Alors, c'est pas en face avant, c'est en face arrière. Ok. Moi, je suis un utopiste. J'imagine que Olivier, le truc, mais ça prendra du temps. Tu vois, Olivier, ça me fait penser au parallèle du Nutri-Score. Penser au parallèle du Nutri-Score. C'est qu'à un moment donné, effectivement, les premiers sont très courageux. Là, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de courage puisque sur certains produits, pratiquement tous les produits l'ont. Donc, je pense qu'on va y arriver. Il y a une prochaine réunion qui est prévue. Le groupe de travail de la DGCCRF se réunit encore de manière épisodique. Je suis intervenu au dernier ou à l'avant-dernier pour allumer en gros l'ANIA et puis je m'en contrefous qu'ils me détestent parce qu'il faut quand même pointer ceux qui sont les amis ou les ennemis de la ferme France. Aujourd'hui, on sait où ils sont. Ouais, je l'assume et je le dis. L'ANIA, par son non-engagement sur l'origine, est l'ennemi de la ferme France. La FEF, la coopération agricole, la FCD, les distributeurs, sur ce sujet, je le périmètre cet aspect-là, sont les amis de la ferme France. Tout ça est malheureusement factuel. C'est tristement factuel. Et j'ose espérer que le changement de gouvernance à la tête de l'ANIA
et les quelques désistements qu'il y a eu au sein de cette noble institution les ramènent sur le chemin de la raison. Est-ce que Olivier ou Yves ou quelqu'un voulait réagir à ça? Yves ou Olivier? Olivier Oui, aime Mével. Yves. Oui, je veux bien, je ferai court pour qu'Olivier puisse parler derrière, mais ce que dit Olivier Devers, c'est super intéressant parce qu'en fait, il faut monter d'un cran encore. Et pour reprendre l'idée des filières qu'Isabelle a mis en avant, on parle d'alimentation. On ne parle pas de Parisiens, on ne parle pas de Français, on parle de nourrir 7 milliards, puis bientôt 11 milliards d'habitants sur Terre. Donc, s'il y a un pays qui, écologiquement, peut produire des châtaignes mieux que les autres, dans le respect de la planète, avec des coûts intéressants, il n'y a aucun problème pour qu'il fournisse de la châtaigne sur 6000 km autour de chez lui. En France, créer des filières et des micro-filières, c'est joli, ça fait beau, mais ça fait des filières qui coûtent très très cher. En France, on a 5 millions d'hectares de blé, on a 20 000 hectares de cultures de spécialité. Est-ce que réellement, écologiquement et économiquement, ça vaut le coup? Donc, je pense qu'il faut réfléchir l'alimentation comme un bien essentiel de l'humanité, c'est-à-dire qu'il faut nourrir des gens et non pas faire ce que j'appelle méchamment parfois le bio-bio. C'était justement la question que j'allais poser à Olivier. Donc, pour toi, l'évolution des circuits courts et du bio en retail, c'est quoi les perspectives? À quel Olivier tu parles? Toi. Ouais. Oui, parce qu'après, je vais devoir aller rendre ma voiture de location dans laquelle je suis, c'est pour comme ça. vous le voyez. Tu vois, je te sauve là. C'est la dernière question. Je trouve qu'on donne un poids à ce phénomène qu'il n'a pas. Il faut être réaliste. Quand je vois tout le bruit qu'on fait sur le bio et qui pèse 5, 6, allez, 7%, ben ça veut dire que 90% ou 95% n'est pas bio. Donc, il y a une torsion entre la réalité et la perception. Ce qui ne veut pas dire que ça ne progresse pas. Bien sûr que ça progresse, mais c'est encore extrêmement minoritaire, y compris pour des sujets de coût d'acceptation. Je vous rappelle quand même que, et il n'y a que les défenseurs militants du bio qui disent l'inverse, mais comme on les écoute beaucoup, on a l'impression qu'ils font la vérité. Le bio, à unité de besoin comparable, coûte entre 50 et 70% plus cher. Tout ça est documenté, c'est factuel, il suffit de faire des relevés de prix, c'est public pour le faire. Il faut arrêter de donner des chiffres qui correspondent à l'expression de son militantisme, qui est respectable, mais qui n'est pas qu'on ne peut pas appuyer sur de la data. C'est pas documenté. Donc le bio, il coûte entre 50 et 70% plus cher. Donc il est normal qu'il demeure une niche et qu'il le demeure longtemps. Je note par exemple que le produit sur lequel le bio est le plus fort, c'est le produit sur lequel le prix facial est le plus bas, l'œuf. Ben oui, parce qu'effectivement, passer d'€1 la boîte de 6 à 1,50 €, ça fait certes 50%, mais ça fait que 50 centimes. Donc ça prouve bien quand même que la sensibilité au prix, elle drive l'alimentation et que ceux qui, comme nous, parlons de l'alimentation vu d'une situation personnelle qui est assez favorable, parce que autant que je vous vois là, il n'y a personne que je pense au RSA, bah, sauf que, comme Olivier le rappelait, il y en a beaucoup qui y sont. Donc de grâce, arrêtons de chroniquer la consommation en fonction de notre conso. Il faut qu'on regarde la réalité. Le bio, c'est une niche et ça le restera durablement. Alors, pour faire un petit aparté, d'autant plus que, on va dire, la supériorité d'un point de vue santé est encore à démontrer. Oui. Ça, c'est encore autre chose pour le coup. Oui. Alors, Olivier, il y a des questions dans le chat, mais peut-être qu'Olivier nous fera la surprise de revenir après avoir déposé sa voiture. Mais sans cela, on lui prend les questions et puis merci beaucoup, Olivier, en tout cas. Merci, Olivier, pas de voiture. Allez, je file cher. Bonjour à Hertz. Pas de pub. Est-ce qu'Olivier Mével est de retour? Olivier, il est là? Ah, oui. Bonjour Olivier. Heureux. Est-ce que vous voulez réagir aux propos d'Olivier Devers avant que je ne vous pose une petite question ou non? Ça ne vous inspire rien? Peut-être sur l'origine France, parce que au train où on va, la France risque de devenir importatrice nette de produits alimentaires en 2023. Et donc, ça veut dire que la France a mal aujourd'hui à son origine France. Et on va le percevoir de plus en plus parce que, dans le fond, tout à l'heure, j'entendais Olivier dénoncer l'ANIA. Il y a un autre secteur qui fait preuve d'une déloyauté à toute épreuve. Parce que si on fait les comptes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le pays importe beaucoup. C'est-à-dire que la situation amène finalement près d'un fruit et légumes sur deux aujourd'hui qui est consommé à être importé.
on a un tiers de la consommation intérieure de volaille qui est importée, on a un quart de la consommation de porc qui est importée. Et effectivement, il a raison, Olivier, de dire qu'aujourd'hui, et c'est vrai que je ne peux pas être soupçonné de leur donner un blanc-seing à chaque fois, mais la grande distribution aujourd'hui a une forme de loyauté sur l'origine France. Mais le secteur de la restauration hors foyer est aujourd'hui le secteur totalement déloyal. Et donc, on a là, on va dire, un comportement aussi du consommateur qui est très curieux. Et moi, je vois souvent, alors, chez les profs d'université que je fréquente, mes collègues, quand je vais dans leur frigo, eh ben, il y a du bio, il y a du local. Puis quand ils vont au resto, ils n'osent même pas réclamer de l'origine France, ils n'osent même pas réclamer les mêmes produits. Et j'espère que la sortie de la crise permettra peut-être de voir que le consommateur se manifeste enfin auprès des restaurateurs et qu'il leur réclame finalement ce qu'il met des fois en pratique pour lui. Parce que sinon, la ferme France va beaucoup souffrir. Et en plus, ce facteur aggravant et effet de levier, c'est qu'aujourd'hui, la grande distribution est paradoxalement en danger. C'est-à-dire le consommateur aujourd'hui, la grande distribution sert 4 repas sur 5 aujourd'hui dans ce pays. 5 repas sur 5 d'ailleurs quasiment pendant le confinement et la pandémie. Mais la tendance aujourd'hui aux États-Unis, et les grands distributeurs américains, les Whole Foods, les Target, les Walmart ou autres, c'est 2 repas sur 5 seulement servis par la grande distribution américaine. Et les 18-35 ans sont en train de faire basculer le phénomène. Et on voit bien aujourd'hui que c'est la restauration hors foyer qui a le vent en poupe et qui récupère finalement ce nombre de repas pris hors domicile. Et évidemment, derrière, la restauration hors foyer bénéficie de cette façon qu'ils ont de cacher l'origine. Et donc, pendant 50 ans, on a installé finalement également un système agroalimentaire qui a mis en anonymat l'origine du produit. Et la 5e transition alimentaire, c'est aussi un consommateur qui va venir et qui vient demander la levée de l'anonymat des ingrédients, de l'origine des produits. Et ça, c'est très important comme combat. Merci Olivier. Je vous vois, Eric, faire oui de la tête. Sandrine, juste si tu as... Oui, j'ai vu. Voilà. J'ai vu. Ouais, je vais te l'envoyer dans 2 secondes. Je fais aussi un tout petit aparté. Je pense que je sais pas, j'ai pas vu si Marie-Pierre Membrive était connectée, mais elle est sur ce sujet et elle a ce sujet notamment auprès des cantines, parce que tu parlais de la restauration, mais aussi de la restauration collective surtout, les cantines scolaires. Oui. Tout à fait. Et on pourra en reparler d'ailleurs avec Marie-Pierre qui mène une bataille, j'espère qu'elle n'est pas perdue d'avance, mais avec la mairie d'Asnières. Sur les cantines, ouais. Sur les cantines, et je peux vous dire que c'est assez sportif. Ouais, je repasse. Eric, tu avais Eric le. Et Eric voulait peut-être dire quelque chose parce que je l'ai vu hocher la tête, voilà. C'est pour ça. Non, moi, je voulais juste. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Je pense que le problème reste toujours le coût, le prix d'achat, le prix de vente, peut-être le coût du travail, et qu'il faut rentrer tout ça dans la balance. Et qu'effectivement, ma restauration à moi, je me sens pas vraiment dans ce circuit-là, puisque je travaille autrement, mais je travaille autrement, mais moi je fais partie vraiment d'une micro-niche par rapport à toute cette restauration dont on peut parler. Et effectivement, je pense que la restauration, celle de tous les jours, pas celle qui cultive à la fois le ventre et l'esprit, mais l'autre, elle a un vrai problème de coût et du coup, elle ne s'intéresse pas aux origines et elle ne s'intéresse pas encore à tout. Elle n'a pas comme je disais tout à l'heure, c'est un problème de culture et de conscience. Et elle n'a pas mis la conscience et la culture en avant pour s'intéresser juste aux moyens. Et malheureusement, là, il y a un boulot incroyable à faire. Et peut-être les cantines, à travers quelques émissions à la télé, vu que ça touche l'enfance, on a peut-être déjà fait un pas en avant. Mais il y a encore beaucoup de chemin parce qu'il y a toujours un coût en face et il y a des gens qui ne peuvent pas payer ce coût. Nous, on dit toujours avec Nathalie qu'il y a une transition alimentaire à faire, mais surtout une transition pédagogique pour réintégrer un peu toutes ces choses dont on parle, les produits, les choses comme ça. Olivier, alors maintenant, j'ai plus qu'à dire à Olivier Mével parce que j'ai plus besoin de le dire vu qu'Olivier est parti, Olivier Devert. Tu voulais dire quelque chose, Nathalie ? Oui, justement sur la pédagogie, on voit bien que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la part de notre budget qui est consacrée à l'alimentation, elle ne fait que diminuer.
elle ne fait que diminuer parce qu'il y avait effectivement ce manque de reconnaissance de cet impact de l'alimentation sur notre santé. Alors, c'est peut-être ce qui aura changé de ces 10-11 mois de crise, c'est que, par exemple, l'allégation mondiale sur l'alimentation qui est top numéro 1, c'est les liens entre alimentation et immunité. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est lors d'un webinaire qu'on a fait pour le CIAL. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est de se dire, mais finalement, ce que je mange, c'est peut-être aussi le reflet de ma santé future. Donc peut-être qu'il faut que j'y mette un petit peu plus. On va peut-être y consacrer, mais c'est vraiment à la marge. Et, on va voir. Donc ça, je pense que… Et par contre, le travail doit se refaire dès le départ, c'est-à-dire qu'on doit réintroduire la pédagogie sur l'alimentation, mais le plus tôt possible. Quand je vois le niveau de faible connaissance de la nutrition, tout secteur confondu, dès qu'on parle de l'agro même, je me dis qu'il y a encore du boulot à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans les écoles, dans la transdisciplinarité qu'on peut avoir sur l'alimentation, il y a un beau chantier et qui permettra peut-être dans les années futures de redonner une place plus importante à l'alimentation. Mais cette question du revenu disponible consacré à l'alimentaire est essentielle. C'est vrai que si dans les années 70, il y avait 25% du revenu disponible qui était consacré à l'alimentaire, on se retrouve aujourd'hui finalement à la barre des 10%. Alors effectivement, il y a la loi d'Hegel, effectivement, qui est là. Hein, effectivement, plus le salaire est élevé et plus la part de l'alimentaire effectivement est faible. Mais nonobstant ça, aujourd'hui, ce qui est le plus inquiétant, c'est que, et l'enjeu en 2021 n'est pas tant finalement d'augmenter le prix des denrées alimentaires que de freiner l'effondrement de la valeur perçue par le consommateur de son alimentation. Et c'est l'effondrement de cette valeur perçue qui laisse la plupart des filières dans un état catastrophique. Et l'exemple de la filière bovine en est un. Parce que pour cette filière, c'est une question de survie aujourd'hui. Et on a une vraie problématique sur la valeur perçue par les différentes strates de consommateurs de leur alimentation. Et c'est ce qui nous inquiète beaucoup. Merci Olivier. Moi, quand on s'est un petit peu parlé au téléphone, vous m'avez parlé de quelque chose que je n'avais pas perçu comme ça. C'était en fin de compte que les circuits courts étaient en train de fracturer la demande en sortie de confinement. Est-ce que vous pouvez préciser et nous dire qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a clairement un fractionnement de la demande qui s'opère, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a, et souvent les journalistes me disent, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'écart entre le déclaratif finalement dans les enquêtes et puis la logique attitudinale des consommateurs en magasin, et on a fait un peu l'inverse de ce qu'ils disent. Je dis parce qu'ils sont un peu perdus, mais même s'ils sont perdus aujourd'hui, la demande des consommateurs s'est individualisée, elle s'est diversifiée. Et elle s'est beaucoup diversifiée parce que le consommateur est devenu multiforme. C'est-à-dire qu'en fait, le consommateur n'achète plus au même endroit. L'hypermarché, par exemple. Il mange dans la rue le midi, il se fait livrer au bureau, et le soir, il achète des plats préparés plus haut de gamme qui se fait livrer à la maison. Bref, on assiste tout simplement en ce moment à une déstructuration et à une simplification des repas. La France, qui est longtemps restée le pays aux 3 repas quotidiens, la France n'est plus le pays aux 3 repas quotidiens. Il y a moins d'entrées, il y a moins de fromage et moins de desserts. Il y a des repas qui sont moins structurés, moins copieux, voire parfois qui sont sautés, mais il y a aussi des fois moins d'invités à la maison. Et donc, cette situation-là vient jouer en faveur, effectivement, de la fragmentation. Et cette fragmentation qui est à l'œuvre, elle produit ses effets. Alors, elle produit ses effets, tout simplement, sur l'offre. Et on voit qu'en réponse à cette fragmentation de la demande, il y a aussi une fragmentation de l'offre. Et quand je vois aujourd'hui, par exemple, les commerces qui s'ouvrent, l'offre alimentaire chez Noz, chez Max Plus, chez Stockomanie ne fait qu'augmenter. Et ce sont des déstockeurs alimentaires. Et donc, il y a une offre pour ces consommateurs qui vont dans ces magasins, tout comme il y a une offre sur grands frais. Qui aurait pu dire que finalement, il y a 10 ans, alors qu'on disait partout que le ticket d'entrée était trop important, qui aurait dit que Grand Frais réussirait à ce point-là? C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, il y a des gens à chercher une qualité théâtralisée, et donc ces recherches multiples font que,
eh ben, l'offre se fragmente, le consommateur ne va plus dans le même magasin, il devient plus zappeur, et effectivement, les circuits courts vont en profiter. Et les circuits courts, aujourd'hui, eh ben, amènent cette garantie d'un produit plus local, d'une meilleure empreinte écologique, si tant est qu'on parle plutôt de circuit de proximité. Je reviens sur ce que disait Yves tout à l'heure, à savoir que le circuit de proximité tient compte du nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de production et de consommation, ce que ne tient pas compte le circuit court. Et donc, je préfère des fois parler de circuit de proximité. Mais en attendant, il est vrai que les différentes formes de proximité dans le commerce aujourd'hui sont très intéressantes. Et puis d'un côté, 70 000 producteurs ont aussi franchi le pas. Et quand on voit les magasins de producteurs fleurir, quand on voit le nombre de producteurs sur les marchés de plein vent, que l'on vende finalement en circuit court ou en circuit de proximité, en panier, en marché, en magasin, tout cela participe d'un fractionnement de l'offre. Et je note aussi que les chiffres sont quand même en hausse. C'est-à-dire que la Ferme France aujourd'hui, c'est 73 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près, je dirais, son périmètre. 4% aujourd'hui du chiffre d'affaires de la Ferme France, c'est de la vente à la ferme, de la vente directe. Et 10% du chiffre d'affaires de Ferme France, aujourd'hui, c'est du circuit court. Donc finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'entre 5 et 10% de la consommation alimentaire des Français concerne cette nouvelle forme d'approvisionnement. Et c'est très intéressant. Et donc, c'est pour ça que je m'appuie en fait sur ces chiffres et sur ces comportements pour parler d'un fractionnement de la demande qui lui-même fractionne aujourd'hui l'offre. Merci Olivier. Quelqu'un voulait réagir avant que je passe la parole à Sébastien, Yves peut-être, ou Olivier qui nous écoute en fin de compte comme un espion. Il nous écoute, je vois qu'il est de nouveau connecté. Yves, tu voulais peut-être réagir? Oui, je suis là, regardez, je suis là. Il est dans une autre voiture. Juste une réaction très rapide. Sur la fragmentation, pardon. Oui, je fais rapide et je te passe la parole, Olivier. Je t'en prie. Sur la pédagogie, elle est essentielle parce que plus personne ne comprend plus rien et donc on se réfugie dans la seule valeur qu'on comprenne, c'est le prix. Donc aujourd'hui, dans les importations, finalement, est-ce que c'est mal d'avoir de l'importation de fruits exotiques? Est-ce que c'est mal de consommer du fruit exotique? Le consommateur ne le sait pas. Est-ce que c'est mal d'avoir des fraises d'Espagne alors qu'on pourrait les avoir de Bretagne? Mais en même temps, peut-être que d'un point de vue économique et écologique, ça vaut le coup aussi. Donc, c'est vrai que ça devient très, très complexe de choisir son alimentation aujourd'hui. Et il y a un énorme boulot de pédagogie. Cette pédagogie, un chef l'a fait parce qu'il explique ce qu'il apporte dans l'assiette de la personne. Une plateforme comme Direct Market l'explique parce qu'elle explique d'où ça vient et pourquoi elle a choisi de faire ça. Quand on est en libre service, eh bien, on regarde les fruits. Quand on est dans des grands frais, on regarde que ce soit propre, que ce soit frais. Mais finalement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que dans ce magasin-là, qui est très très propre, où les gens sont souriants, où on a l'impression que ça a été sourcé autour de nous, eh bien, on fait confiance. Et on a un énorme problème de confiance dans l'agriculture et l'alimentation. Et c'est pas simplement en mettant la photo d'un agriculteur ou d'un mannequin sur un mur qu'on va rassurer les gens. Il faut parler aux gens, il faut réexpliquer l'alimentation. Je crois que dans le chat, quelqu'un disait on ne parle plus de l'agriculture dans les manuels scolaires. Effectivement. Et donc, effectivement, petit à petit, ça fait 10% de nos consommations, des valeurs de ce qu'on achète. On a des idées préconçues. On n'a plus, en fait, ce lien avec la terre et avec les terroirs, puisque pour moi, mes grands-parents, mais pour la génération actuelle, leurs arrière-grands-parents sont arrivés en ville et ont été déconnectés du territoire. Et donc, on a une image tout à fait idéalisée qui n'est absolument pas réaliste de ce que c'est que l'agriculture et l'alimentation. Olivier, tu voulais dire quelque chose avant que je passe la parole à Sébastien? Ouais, vas-y. Sur ce dernier sujet, et puis après sur la fragmentation évoquée par Olivier, sur ce dernier sujet de l'éducation alimentaire, sachez que ça sera l'une de nos recommandations un peu saillantes cette année dans nos travaux du think tank agroalimentaire. On milite pour l'inscription de l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires en tant qu'enseignement fondamental
au même titre que les mathématiques, la physique, l'anglais, l'histoire ou que sais-je encore, tout simplement au nom d'une idée toute bête, c'est que la bouffe, c'est la vie. Et que le lien entre l'alimentation et la santé publique, vu que la transmission intrafamiliale ne se fait plus, c'est bien à l'école de la République que de le faire. Donc je ferme cette petite parenthèse sur l'éducation alimentaire, et tous ceux qui veulent pousser sur cette idée-là, qui le rejoignent. On a fondé nos recommandations sans se mélanger avec l'Open Agri-Food là-dessus pour donner plus de poids parce qu'il y a un vrai sujet. Sur la fragmentation, moi, ce que je voulais dire, c'est que, à mes yeux, il y a, outre les raisons évoquées par Olivier que je partage, il y a un autre moteur qui est également sociologique. C'est quelque chose que moi je chronique depuis très exactement 2007, l'écart entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat, qui génère de la frustration puisque l'un ne progresse pas alors que l'autre s'envole. Et que l'écart entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat, qui va grandissant, génère une frustration à laquelle le consommateur répond en allant chercher pour chacune de ses décisions d'achat, non pas le prix le plus bas, puisqu'on n'a pas de problème de pouvoir d'achat, il ne baisse pas, mais en allant chercher la valeur la plus haute aux euros qu'il accepte de dépenser. Et que donc de fait, quand vous cherchez à optimiser la valeur des euros que vous dépensez, naturellement, ça produit un phénomène de fragmentation de la dépense, puisque vous allez multiplier les circuits. Vous allez par moment aller chercher une valeur par le haut et grand frais sur les fruits et légumes, en est un exemple, et vous allez chercher à d'autres moments une valeur par le bas, c'est-à-dire en dépensant moins d'euros, et vous allez aller vers des circuits de déstockage ou du hard discount par exemple. Et donc, cette obsession que le consommateur a de donner le plus de valeur aux euros qu'il dépense, ça le conduit à multiplier les lieux d'achat et donc à affaiblir par principe le circuit dominant qui s'appelle la grande distribution. Et le déclin lent mais réel de la grande distribution, il prend sa source là-dedans, dans la multiplication des circuits qui sont fréquentés, au nom de cette recherche permanente du maximum de valeur que l'on veut donner à nos euros. Ça s'est accéléré, merci. Olivier? Ça s'est accéléré depuis un an? Oui, alors non, pas depuis un an. Il faut arrêter avec cette idée. C'est un élastique depuis un an, donc quand tu le relâches, il reprend sa forme. Donc oui, sous la contrainte, ça s'est accéléré. Et puis là, ça revient sur ce que c'était. C'est un phénomène tendanciel, lourd, sociologique. Encore une fois, je vais vous dire pourquoi moi j'ai pris 2007 comme point de départ de cette analyse que j'avais menée avec un mec qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Olivier Gérardon-Vera, le patron d'IRI, qui est assez connu pour toutes les analyses de marché qu'il a faites. C'est 2007, campagne électorale de Sarkozy, qui dit, texto, je vais aller chercher un point de pouvoir d'achat avec les dons pour montrer sa capacité à remuer des trucs, alors qu'il n'y avait pas de problème de pouvoir d'achat. Et c'est à ce moment-là qu'on a théorisé sur le sentiment d'appauvrissement. Il peut venir d'une baisse de vos revenus, ok, mais il peut venir aussi et surtout d'une croissance exponentielle de votre désir que vous n'êtes pas capable de satisfaire. Et donc, cette économie de la frustration, elle date de là. Et donc, depuis ce moment-là, on est obsédé par cette idée de donner plus de valeur aux euros qu'on dépense. Et la guerre des prix qu'il y a dans la distribution alimentaire, c'est tout simplement pour ça. Parce que comment vous donner plus de valeur à un pot de Nutella? En demandant moins d'euros, tout simplement. Mais sur le rayon fruits et légumes, comment vous donner plus de valeur à un produit? Eh bien, en garantissant qu'il vient du coin, qu'il a fait 3 km ou qu'il a tel et tel label. Donc, vous voyez, c'est ça le point de départ. On ne cherche pas à dépenser moins, on est obsédé par la valeur des euros que l'on dépense parce qu'une fois qu'on les a dépensés, on ne les a plus et on n'a plus de perspective d'en avoir plus demain. C'est la première fois, nous sommes la première génération où le pouvoir d'achat n'a plus de perspective de progression durable. Nos parents ont connu des années où ils savaient que l'année d'après serait meilleure. C'est terminé. C'est vrai que ce que dit Olivier conditionne un nouveau mode de commercialisation et l'équation pour les entreprises agroalimentaires et les industries agroalimentaires est d'autant plus aujourd'hui délicat. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur ces propos, on voit bien qu'il y a une double équation qui se met en place. Il faut d'abord, dans un premier temps, passer le cap d'une qualité perçue supérieure à la qualité attendue. Et si on passe ce cap, il faut après avoir une valeur perçue qui soit supérieure au prix payé. Ça veut dire que le commerce change et qu'évidemment, il va falloir s'adapter. Et en termes marketing aujourd'hui, pour les industries agroalimentaires, c'est un sacré problème. Parce qu'on passe d'un marketing 2D, qui était basé tout simplement sur la réponse aux attentes des consommateurs, à un marketing 3D, dans lequel on va devoir chercher de l'engagement sociétal pour pouvoir exprimer une valeur perçue supérieure. Et aujourd'hui, je vois les difficultés, parce que
les acheteurs de la grande distribution pour former 300, 400 chefs de rayon chaque année pour la grande distribution, je vois les retours, je dirais, des chefs de rayon. Et c'est vrai que les chefs de rayon aujourd'hui sont très critiques sur l'offre des industries agroalimentaires en disant qu'ils n'ont pas fait leur coming out aujourd'hui, ils ne se sont pas adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs qui voudraient plus d'engagement sociétal sur des sujets qui ont trait à la biodiversité, à l'empreinte carbone, à la gestion des sols, à l'eau, mais aussi à l'équitable. Et donc, il est grand temps, effectivement, que les industries agroalimentaires aujourd'hui prennent le taureau par les cornes, parce que c'est vrai, on peut critiquer le distributeur dans sa fonction, je dirais aujourd'hui, de non-partage de la valeur ajoutée, mais dans le sens, il attend aussi en linéaire autre chose en ce moment. Et je sors d'une enquête là qui montre à quel point la valeur perçue des grandes marques nationales s'effondre face au MDD. Et donc, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Évidemment, en centrale d'achat, quand le distributeur se rend compte que ces MDD, notamment ces MDD thématiques, ont une valeur perçue supérieure aux marques nationales, et ben c'est la fessée lors des négociations commerciales. On ne peut pas non plus, il faut être assez équitable, je dirais, pour que chacun prenne sa part. Et je souhaite aujourd'hui voir les industries agroalimentaires prendre enfin, je dirais, conscience de cela. Merci Olivier. Je vais me tourner vers Sébastien de Direct Market. Alors, et il a une fan aussi qui m'a dit, Sandrine, tu l'as pas fait parler au tout début du tour de table. Alors, je dis si, bien sûr qu'il a parlé, Sébastien. Alors Sébastien, vous allez nous présenter Direct Market. Moi, je le redis, vous avez levé 1,7 million d'euros pour booster l'offre de produits locaux. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter Direct Market? J'ai présenté une petite étiquette pendant qu'Olivier parlait, que m'a envoyé Clara. Et en quoi vous êtes un booster responsable dans les territoires et qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Et je vais remettre un petit peu la petite étiquette pendant que vous parlez. Ouais, de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est assez vaste et complet. Ça va de l'évolution des tendances de conso et effectivement, comme disaient les uns et les autres, c'est des points de vue. Où est la vérité? Je pense qu'on a tous une part de cette vérité. Et qu'au final de tout ça, il ne se dégage pas de solution unique, forcément. Alors, moi, je reste très humble aussi, parce que on essaie, nous, d'apporter une brique à tout ça. C'est une brique qui répond notamment à cette problématique de fragmentation, mais pas que. On a parlé de restauration hors domicile, hors foyer, de restauration collective également tout à l'heure. On peut être une partie du moteur de ce changement-là. Également concernant le prix, on a aussi une action par rapport à ce que fait Direct Market sur le prix, puisque c'est un sujet essentiel. Alors, oui, la valeur du produit. Direct Market, c'est quoi? Direct Market, c'est la marketplace des produits locaux, dédiés produits locaux pour les pros, donc commerçants, restauration collective, restauration, avec un service logistique dédié. On fait tout. On permet à une multitude de commerçants de passer commande chez une multitude de producteurs en un clic. On part enlever les produits auprès des exploitations. Et on est très agile et souple sur ces sujets-là. On prépare les commandes pour le compte des acheteurs et on livre ces commandes au pied de chaque magasin, chaque site. On gère facturation et paiement pour le compte de tous, de manière sécurisée, grâce aussi à un partenariat passé avec la banque CIC. On est pilote de CIC France dans le cadre de la digitalisation des échanges financiers. Et pour essayer d'aller au bout des choses, on permet aux commerçants qui n'auraient pas la possibilité, qui auraient les besoins, de mettre en avant cette démarche en leur fournissant du mobilier fabriqué à partir de bois recyclé, destiné à être brûlé par une association de réinsertion. Donc on essaye, nous, d'être le plus juste possible. On a développé une étiquette de transparence. Vous l'avez montré, Sandrine. Cette étiquette, je la remontre. Je l'ai là aussi. La vôtre est plus belle. Sur cette étiquette qui est totalement automatisée, elle est valable, elle est accessible à tous les utilisateurs, donc acheteurs, et elle est valable sur l'ensemble des relations producteurs
acheteur, producteur, magasin. Donc, vous voyez le nom du produit, libellé complet. On a développé là une nomenclature assez proche de celle de GS1, celle exploitée, utilisée en grande distribution, assez proche aussi de la taxonomie des graines, du vivant. C'est un langage intermédiaire. On affiche clairement les critères qualité. Vous pouvez lire sur cette étiquette le nom de l'exploitation d'origine, la distance qui sépare cette exploitation du point de vente, et puis point important, s'il en est, puisqu'on en parle aussi de manière plus ou moins directe depuis le début des échanges, c'est la part qui revient à chacun dans le prix que le consommateur va payer, quelle part revient au producteur, quelle part revient au magasin, à la logistique, et puis pour finir, notre part à nous qui essayons d'organiser tout ça. Alors, on permet aux exploitations agricoles de transférer des postes de charge importants vers la plateforme, la commercialisation, la facturation, la logistique. Aujourd'hui, et on en a parlé tout à l'heure, comment on organise ça, comment on fait vivre ça. La logistique est un vrai, l'approvisionnement est un vrai sujet. C'est celui qu'on essaye de traiter, de faciliter. On a automatisé beaucoup de choses. Ça permet à l'exploitation de déplacer des postes de charge importants vers la plateforme. Aujourd'hui, on reverse 75% de l'activité qu'on génère aux producteurs. Vous avez vu la répartition tout à l'heure. On permet aux commerçants de maintenir sa performance commerciale, donc c'est sujet du prix. Ce qu'on fait n'a aucune chance de fonctionner si on est trop cher, si on est plus cher, si on n'arrive pas à se placer un minimum en prix. Et au final, parce que c'est notre aspect B2C, c'est qu'on permet aux commerçants, à cet utilisateur, de fournir cette étiquette à son conso, qui lui va pouvoir acheter en connaissance de cause et pas plus cher. Alors on est aujourd'hui, bon, il y a des écarts entre les produits, mais en moyenne, on n'est pas plus cher sur les étals. Après, ce prix de vente est entre les mains et toujours, c'est essentiel, du commerçant. Hein. C'est bien lui qui fixe le prix de vente, qui s'adapte à sa zone. Nous, notre job, c'est d'essayer de valoriser cette production du producteur de différentes manières et de simplifier en fait cette complexité de l'approvisionnement des produits locaux. Alors, en deux mots, Direct Market, c'est quoi? C'est une équipe de 10 personnes aujourd'hui. On sera 25. C'est permis aussi grâce à la confiance d'investisseurs, nos clients, de producteurs avec lesquels on se développe. On sera 25 personnes en fin d'année. On a une entreprise à fort impact environnemental, sociétal, social. On travaille aujourd'hui avec 300 producteurs. On a référencé plus de 2000 produits. C'est en constante augmentation. On a signé, à ce moment où on se parle, 350 points de vente. On est en train de déployer. On a déployé la solution dans certaines enseignes. On ne fait pas beaucoup de bruit, on préfère agir. Et on a déployé la solution dans la quasi-totalité du parc de magasins de certaines enseignes. Et on est en cours de référencement auprès d'autres. On a des partenariats forts aujourd'hui avec des nouveaux types de commerce. On parlait de Dark Kitchen tout à l'heure, on parlait de Quick Commerce. Et on avance également fort, parce que c'était perçu comme un sujet un petit peu bloquant. Alors nous, on essaie de faire notre part. Hein. C'est pas nous aujourd'hui créés en 2018 avec des premières ventes en 2019 qui avons la capacité de changer tout ça, mais on fait notre part au sujet. Et mais on est en train d'avancer aussi avec des sociétés de restauration collective, donc effectivement qui sont aussi sensibles à ça. Et je pense que notre force, je dirais notre avantage, c'était notre tech. C'est la tech de Direct Market, parce que on permet à ces grandes entreprises de faciliter cette gestion-là, quoi, qui est très complexe. On est développé aujourd'hui principalement, on a démarré l'activité sur les produits primeurs, les fruits et légumes. Donc effectivement, on est sur du produit brut, comme ça a été évoqué par Yves tout à l'heure. Et puis on développe aujourd'hui avec de nouvelles catégories de produits issus des exploitations. Ça posera effectivement d'autres sujets de la transformation qu'on a abordé tout à l'heure.
mais des produits laitiers, des produits d'épicerie, etc. Et on est positionné sur des produits fermiers, c'est-à-dire dans ce triptyque local, fermier, qualité, tout cet imaginaire. Pour nous, l'important, c'est de pouvoir donner aux consommateurs les moyens de faire son achat en connaissance de cause. Et puis de simplifier en fait ce sujet de l'appro pour tout le monde. Pour parler de l'impact un petit peu, oui, il se passe des choses. Aujourd'hui, on a atteint une emprise sur des rayons fruits et légumes auprès de certains de nos clients, une emprise de 20% de l'activité du rayon. Donc, ça parle quand même. Ça veut dire que ce qu'on arrive à faire, le petit morceau qu'on arrive à mettre en œuvre, eh bien, celui-ci il trouve de la pertinence économiquement parlant aussi. Et puis, c'est le sujet qu'on abordait jusque-là. Alors, du prix, oui, mais pas n'importe comment. Voilà. Donc, on fait face à un fort développement, quoi. Je dirais aujourd'hui, on m'interrompait, Sandrine, hein, si jamais. Non, non, du tout, je vous en prie, et je vous en prie. Nous, ça nous intéresse de savoir un peu quel est l'impact que vous avez sur le territoire avec Direct Market. Et puis peut-être qu'Olivier. J'en profite parce que Eric doit nous quitter. Nous quitter, oui. On va tout de suite derrière, on prendra Olivier. On prendra Eric. Justement, finalement, on aurait peut-être pu mettre dans l'autre ordre. On aurait pu mettre Eric d'abord et Sébastien après, parce qu'en fait, Eric, je pense qu'il a mis en place finalement cette appro locale pour son restaurant, qui a été finalement démultiplié par Direct Market, parce que c'est un peu le même système. Donc, je voulais demander justement à Eric pourquoi il l'avait fait, parce qu'il l'a fait il y a déjà un certain temps. Qu'est-ce que ça a changé en fait dans le quotidien des producteurs locaux? En fait, je trouve que c'est ça en fait aussi, et dans le quotidien de son restaurant. Et donc il y a 3 questions. Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des producteurs? Et qu'est-ce que ça apporte à tes clients? C'est vrai qu'on est sur un restaurant étoilé, donc on n'est pas, mais quand même, quel est un peu l'apport? Et après les difficultés. Comme ça, tu vas pouvoir après aller nous quitter quand tu auras pu passer quand même ton message. Ouais, désolé. Alors, à la base, moi, ça a été vraiment une réflexion très personnelle. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un de mes employés un petit peu sur les bras, mais en tant qu'assistant, et à pas trop savoir quoi lui faire faire. Et au moment où j'ai ouvert le musée à Nantes, je me suis dit, tiens, si on faisait un petit tour des producteurs locaux autour de Nantes. On a fait le tour des producteurs, ça a pris un certain temps. Il est revenu assez riche avec pas mal de choses. Et sauf qu'on s'est retrouvé bloqué avec le problème de la livraison, en sachant que dans un musée, ça ouvrait qu'à 10h le matin ou 9h30 et que les gars, ils pouvaient passer que très tôt le matin. Et donc, pour nous, on s'est retrouvé au pied du mur avec effectivement la richesse d'un territoire fort autour de Nantes et pas la possibilité de l'utiliser. De cette réflexion-là, j'ai pris Benjamin et je lui ai dit si tu faisais la même chose autour de la mare aux oiseaux. Et il s'est mis en quête de quelques producteurs autour de la mare aux oiseaux qui ne voulaient même pas travailler avec nous. Non, les restaurateurs, vous ne payez pas, vous êtes toujours en train de râler, vous êtes exigeants, on ne peut pas produire, on n'est pas livré et tout ça. Et là, la réflexion a été la suivante. On va y retourner, mais on va y retourner différemment. On va y retourner de manière plus humble. On va y retourner en leur disant, voilà, nous, on est ouverts pour travailler avec vous. On vous impose rien du tout. C'est vous, à l'inverse, qui allez nous dire. Alors, je ne vais pas vous imposer non plus de m'envoyer un mail ou de m'envoyer un téléphone parce qu'on sait quand ils sont sur le terrain, ce n'est pas leur travail non plus. Mais moi, j'ai une personne qui est là, qui est Benjamin, qui va être dédié à votre travail et qui va passer 2 fois par semaine. Et il va passer 2 fois par semaine et il va vous demander ce que vous aurez disponible pour la prochaine fois ou pour la semaine d'après. Et moi, je vais construire mon menu en fonction de ça. Et petit à petit, on est rentré par la toute petite porte chez des gens qui ne voulaient pas travailler avec nous. Et on a créé un réseau, on a surtout créé une confiance. Moi, j'ai créé un poste qui me coûte un peu de sous aussi. Je ne savais pas du tout à quoi il allait servir. Et ce poste-là est devenu en fait la clé de tout ce que je fais aujourd'hui.
C'est-à-dire que Benjamin, il a découvert un producteur, puis un deuxième, puis un troisième. On a commencé à travailler avec, notamment, je vois, avec des gens comme Nicolas Guérin, la ferme du Bois-Joubert, qui voulait absolument pas travailler avec nous. On y est retourné, on a travaillé qu'avec son Gouel, parce qu'il avait rien d'autre à nous donner. Puis un jour, je lui ai dit, si un jour tu as un fromage, j'en prends un bout. Puis si t'en as pas la semaine d'après, j'en prends pas. Et puis aujourd'hui, on a du fromage tout le temps. Il avait pas de lait, aujourd'hui on a du lait. Et de cette confiance, lui, qui était dans une optique de travail dans la ferme, il a aussi rencontré quelqu'un qui lui a amené aussi une autre façon de travailler, une créativité, une ouverture sur le monde, un regard extérieur. Et depuis, Nicolas, il a embauché 2 personnes, il a changé ses techniques de travail, il a une relation de communication avec moi qui est différente. Moi, j'ai développé beaucoup ces produits à ma table. De cette relation, les autres producteurs aux alentours se disent tiens, il passe quelque chose. On parlait à Nicolas, ça nous a ouvert les portes de voisins et il s'est créé une espèce de chaîne vertueuse. Aujourd'hui, on travaillait à l'époque avec, d'ailleurs, j'ai fait mon livre il y a 1 an, il doit y avoir une dizaine de petits artisans et producteurs autour de chez nous. Aujourd'hui, on a triplé ou quadruplé depuis le livre, depuis cette relation-là. Et ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient nous toquer à notre porte sans arrêt. Et ce qui est intéressant aussi, et je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais notamment avec certaines personnes, et cette relation-là, Benjamin, tous les vendredis soirs, m'apporte une liste sur mon bureau et me dit, voilà, chez un tel, il y aura ça, chez l'autre, il y aura ça. Et c'est intéressant parce que des fois, je peux me retrouver avec... Oui, le système est inversé. Et moi, je me retrouve avec, tiens, chez un tel, il y aura des oignons et des betteraves. Voilà, le truc qui n'est pas très sexy dans un restaurant étoilé. Et je suis obligé de faire un plat avec ça. Et du coup, ça me met en route ma créativité. Je suis obligé de créer des choses que je n'aurais pas fait. Et tout ça, ça engendre plein de choses. Ça engendre un mouvement, ça engendre une confiance, ça engendre des coûts qui sont différents aussi pour moi. J'ai créé un poste, ça m'a coûté de l'argent, mais aujourd'hui, on gagne plus d'argent parce qu'on a aussi rentabilisé beaucoup mieux notre rapport direct avec la terre et avec les producteurs locaux. On n'a plus d'intermédiaires, on a des produits plus frais qui durent plus longtemps, on a une meilleure gestion et on a gagné beaucoup en rentabilité. Et aussi, notamment, on vient vraiment en support économique à toute la filière, puisque je vous raconte une petite histoire que je raconte assez souvent, mais qui explique bien les choses. L'année dernière, Benjamin passe à la ferme des Petites Mottes à Saint-Nazaire, là, à côté de chez nous, et il lui dit pendant 3 semaines, j'aurai pas de carottes. Il dit ah bon, pourquoi tu n'auras pas de carottes? Parce que j'ai planté mes 3 rangs de carottes. Mes 3 rangs de carottes, je ne sais pas pourquoi, ont poussé de travers. Donc Benjamin me rapporte ça le vendredi. Il me dit par contre, il y aura plus de carottes chez Arnaud là-bas. Et je lui dis mais pourquoi? Alors, il m'explique et je lui dis qu'est-ce qu'elles ont les carottes? Il me dit elles ont poussé de travers. Je lui dis poussé de travers, ça veut dire quoi? Elles sont pas bonnes? Il fait si, au contraire, elles sont même encore meilleures. Et je lui dis c'est quoi l'histoire? Et il me dit elles ont des racines qui sortent de partout, 3 pattes, 2 yeux, 2 queues, enfin bref. Et je lui dis oui, on dirait les mandragores d'Harry Potter. Et avec ces carottes là, moi, j'ai appelé Arnaud, je lui ai dit, écoute, je t'achète tout le stock. Tu les jettes surtout pas, tu détruis pas ton champ. Je t'achète tout ton stock. Et nous, on a créé un plat qui s'appelait les carottes biscornues d'Arnaud. Et on a fait un plat autour de ça pendant 15 jours et on lui a sauvé son champ, on lui a sauvé sa production. Et nous, on l'a rentré dans notre histoire et ça enrichit notre histoire et notre culture. La même chose avec un champ de choux. Voilà, on n'aura plus de choux parce qu'on ne peut pas les cueillir, on n'a pas le personnel pour. Bon, moi je dis, mes gars, lundi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller ramasser les choux chez Madame Huitric? Oui. Et hop, ils sont partis à 2, ils ont ramassé les choux. Et on a créé vraiment aujourd'hui cette relation à la fois de confiance, mais aussi qui est dans un mouvement où on devient acteur et on crée du lien et on crée de la vérité. Et cette vérité-là, moi je pense que c'est vraiment l'avenir de demain. Alors effectivement, encore une fois, je reste dans une petite niche et ça j'en suis absolument conscient. Mais si les petites niches se mettent à bouger et à évoluer sur un territoire, moi j'ai un territoire qui s'appelle la presqu'île de Guérande, si on s'y met tous, et si des gens comme Benjamin demain qui ne servent qu'à moi peuvent être un petit peu mis en commun. Dupliqué, mis en commun. Voilà, si une quinzaine, une vingtaine de restaurateurs se décident d'embaucher un gars comme Benjamin et de le mettre en commun et que le gars il fasse le tour 2 fois par semaine et ramène chez les uns, chez les autres, et je pense qu'on fera évoluer les choses. Et alors encore une fois,
à notre niveau à nous. Hein. Non, mais Eric, moi j'ai connu ça à Nice sur les collèges. Hein. Sur les collèges, ils ont embauché une personne pour faire ça, pour les collèges. Ouais. Voilà, le département a fait cette action-là et il finance. Voilà. Et Eric, quel a été l'impact sur tes clients qui viennent au restaurant? Comment tu racontes l'histoire? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui peut être valorisé? Parce que ça, c'est vrai que c'est un modèle particulier. On est sur un restaurant étoilé, mais je veux dire, ça peut se dupliquer dans ce que fait Sébastien. Voilà, quelle est la chaîne de valeur et comment tu arrives à le dire à tes clients? On parlait de pédagogie tout à l'heure, on est totalement dans la pédagogie, c'est-à-dire que d'un seul coup, on raconte une histoire. Et cette histoire, elle est totalement nourrie par une certaine vérité puisqu'on est en contact direct. Et on se retrouve notamment à partager énormément avec l'équipe de salle Voilà. qui, en dehors d'être juste des porteurs d'assiettes, deviennent des vrais acteurs du territoire et le défendent. Et aujourd'hui, quand on va sur le terrain, et on y va souvent avec les gars, on y va même presque plus avec les gens de la salle qui s'y intéressent et qui ont envie d'y aller qu'avec les gens de la cuisine qui derrière ont le produit entre les mains tous les jours. Mais finalement, dans un restaurant, tu peux travailler le meilleur produit du monde. S'il n'y a personne pour le raconter de l'autre côté, ça sert pas à grand chose. Et là, aujourd'hui, tout le monde est acteur et tout le monde est acteur non seulement du produit, mais aussi de la personnalité de chacun des maillons de la chaîne. Et c'est vraiment intéressant parce que même à l'inverse, le producteur, d'un seul coup, se met à parler de nous. Alors qu'à la base, les restaurants, ils s'en fichent un peu. Hein. Mais ils parlent de nous et ils parlent pas de nous en tant que la mare aux oiseaux, mais ils parlent d'Eric, ils parlent de Benjamin, ils parlent de Léo. Ils connaissent les acteurs du restaurant parce qu'on a une vraie relation de confiance et une vraie relation d'échange. Et je pense que là, tu as montré, pour moi qui connais bien ton restaurant, c'est que c'est un des seuls cas que je connaisse qui fait qu'en salle, on va nous expliquer ce que c'est le couteau de Morta et nous expliquer l'histoire que je répète X fois, mais voilà, qui va nous expliquer et également qui va, alors ce que tu disais, tu as augmenté la rentabilité de ton restaurant, mais tu l'as partagé. Parce que c'est ça aussi qui est super intéressant. Oui, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ton équipe, elle est restée pérenne et elle va être là aussi le 9 juin, c'est que tout ça, ça a été partagé comme c'est une mini-entreprise, un restaurant. Et finalement, je pense que, et tout ça en termes de modèle, je pense que c'était vraiment un modèle particulier qui est vraiment vertueux. C'est que cette histoire de territoire, elle doit se partager avec tous les acteurs de ton restaurant, elle doit se transmettre, mais elle doit aussi valoriser tout le monde. Donc ça, tu peux peut-être nous redire un petit mot par rapport à ça? Et après, c'est vrai que nous, on est 45, hein, et les 45, on fait pas le chef de cuisine, l'équipe de cuisine, l'équipe de salle. Nous, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quand on va sur le terrain, on emmène aussi bien l'homme d'entretien, la femme de chambre, la réceptionniste. On emmène tout le monde et on présente pas en disant, bah tiens, lui, c'est le second de cuisine, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde ait le même langage. C'est-à-dire que demain, le client, il a bien mangé, il se réveille, il croise sa fille, notre petite Sénégalaise qui fait depuis 20 ans les chambres, et il la croise dans le couloir, il va lui dire « Oh là là, oui, j'ai bien mangé hier ». Elle est capable de répondre. Elle est capable de dire oui, et s'il lui parle d'un producteur, elle le connaît et elle est capable de répondre aussi. Et chacun devient vraiment un maillon important de cette territoire. Ouais, du territoire, de cette chose. Et on travaille pour une maison qui est une vitrine ouverte de notre territoire qu'on défend, et on travaille pas pour un chef et pour un chef qui se prend pour autre chose qu'un cuisinier. Si je peux me permettre. Merci. Nous, on est juste en tant que passeur. Et tu parlais tout à l'heure du couteau, parce qu'il n'y a pas que les produits, il y a aussi les artisans. Et effectivement, le couteau de Morta, pourquoi on l'a choisi? Parce que c'est un bois fossilisé qui a entre 3000 et 5000 ans d'histoire de la Brière. Et quand on fait choisir le couteau à nos clients, qu'ils le prennent en main, donc c'est un choix personnel, qu'ils le prennent en main et qu'ils l'ont en main, ils ont 3000 à 5000 ans d'histoire. Et moi, dans mon histoire et dans notre histoire, ça te représente juste que toi, t'es pas grand-chose. T'es juste un petit grain de sable. Et à partir de ce moment où tu es ce petit grain de sable, tu peux ne pas bloquer l'engrenage, mais continuer à faire avancer la machine. Ouais, exactement. Écoute, maintenant que tu me dis ça, d'abord, on a faim d'ailleurs, mais je me dis, Sandrine, je pense qu'on a mérité un dîner à la mare aux oiseaux. Absolument, absolument. On verra qui nous invite, mais…
Voilà, mais j'aimerais qu'on pose une dernière Merci, question Eric. qui va être assez globale. On va libérer Eric parce qu'on et on Voilà. remercie vraiment d'être venu. Mais Olivier est là, Christophe et Yves est encore là et Sébastien sont là. Parce que vous savez que chez nous ça rentre, ça sort, c'est très friendly. Et moi je voulais qu'on prenne un tout petit peu de hauteur. Et tout à l'heure Olivier, on avait un petit peu parlé, Yves aussi. On va parler un peu de la ferme France qui est donc un petit peu malade, vu qu'on sait qu'un fruit et un fruit et légumes sur 2 est consommé, qui est consommé en France est importé. J'aurais voulu savoir comment on pouvait mettre en œuvre une augmentation des circuits courts avec une agriculture structurée telle qu'elle est aujourd'hui. On veut massifier un modèle, Yves me le disait, sans avoir réellement spécialisé les productions et sans avoir une logistique idoine. Ça implique des transformations et lesquelles? Yves, Sébastien, allez Yves peut-être, et puis après Sébastien, et peut-être Olivier s'il nous entend de la voiture bar. Je sais pas où il est, dans un train, a priori, je sais pas. Et on se dit qu'il est quelle heure? Il est C'est la dernière question, et qu'après, voilà. On se dit que Eric, on le libère déjà, mais sur les dernières questions. Si Eric, tu peux quitter, ça pose pas de problème. De toute façon, après, il y a le replay. À bientôt, Yves et Oui. Olivier, Sébastien. Alors, pour faire rapide, parce que c'est vrai que le temps passe, aujourd'hui, le circuit court est contre nature économique. Donc là, il faut partir de cet état-là. C'est que tout ce qu'on peut essayer de faire de manière micro, même si on le massifie, ça fera jamais un grand fleuve. Ces petits ruisseaux vont s'assécher avant de devenir un grand fleuve. Pourquoi? Parce que tout a été fait pour gérer une massification qui permet de limiter les coûts de transport, limiter les coûts de gestion de l'hygiène, et puis ça a été construit après-guerre pour nourrir des populations qui avaient faim. Et donc les marchés d'intérêt nationaux, les systèmes de distribution, tout a été construit selon un modèle. Ce modèle arrive à épuisement aujourd'hui, et il a été totalement perverti. Il a été perverti parce que on a offert tout à tout le monde, sans pédagogie, encore une fois. Et ça a conduit à la malbouffe, ça a conduit au gâchis. Et le plus gros des gâchis, il n'est pas dans le champ, il n'est pas dans le transport. Le transport est le plus propre en termes de gâchis alimentaires. Le plus gros du gâchis, il est dans nos congélateurs et nos frigos. On jette un tiers des fruits et légumes que l'on achète sans ouvrir le sac en plastique. Donc, ce modèle, il doit être totalement transformé à tous les étages. Le producteur, c'est un mot horrible, il doit devenir un nourrisseur. On a transformé des agriculteurs en producteurs comme si c'était des usines. Non, la massification a des bons atouts pour faire des bons produits bien optimisés dans une bonne logistique et une bonne hygiène, mais le but, c'est de nourrir. Pour moi, la pédagogie, elle passe par celui qui nous met à disposition les aliments, qu'ils soient transformés ou qu'ils soient bruts. Mais ça va demander beaucoup de temps parce qu'il faut changer des habitudes de consommation. Et il n'y a pas plus long à changer que des habitudes de consommation. Et au sein des habitudes de consommation, il n'y a pas plus long que de toucher à l'aliment parce que l'aliment, vous touchez au cerveau reptilien du consommateur qui dit ça c'est bon, ça c'est un poison. C'est pas comme quand on choisit un vêtement, quand on choisit un aliment. On va le manger, on va l'ingérer, et soit ça nous empoisonne, soit ça nous nourrit. Donc, aller toucher au cerveau reptilien du consommateur, c'est le plus lent à faire. Donc, il y a un énorme boulot pour transformer le modèle, et malheureusement, je dirais un peu provocateur, que les petits ruisseaux ne feront jamais un fleuve si on ne modifie pas le cours du fleuve. Olivier, tu peux parler ou pas? Je sais pas où il est, Olivier. Il peut parler ou pas? Je sais pas, je n'entends pas. Sébastien, et puis après on fera une petite insertion. Je peux parler, je vous disais là, donc voilà, je peux parler, mais vas-y Sébastien, et après… après tu conclus alors Olivier. Allez, soyons fous. Allez, je prépare une conclusion. Merci Olivier. Alors, circuit court, des petits fleuves, etc. Oui, il y a un début à tout, je dirais Yves. Tout commence à un moment donné et rien commence à moins d'une grande révolution ou sous contrainte, comme le disait Olivier aussi tout à l'heure, du jour au lendemain, quoi. Je pense qu'il se passe quelque chose.
Alors oui, je prends un exemple. Aujourd'hui, quand une salade parcourt en moyenne, c'est une des rares études en fait qu'il existe sur le sujet, hein. Quand une salade parcourt en moyenne 2000 km pour rejoindre le magasin dans lequel elle sera achetée, avec Direct Market, on est à 39,4 km. On arrive à le mesurer assez précisément, ça, quoi. Donc là, typiquement, on a un impact sur les aspects carbonés, hein. Ça c'est indéniable. Après, je parle pas, je vais pas aborder là les méthodes de production et tous ces sujets-là parce que c'est un ensemble de choses, hein, la durabilité. Concernant, j'aimerais rebondir moi aussi sur la massification. Oui, la massification a permis et permet encore, hein, aujourd'hui, hein, parce que nous, en tant que Direct Market, on n'a aucune volonté de vouloir mieux faire ou d'apprendre le boulot à une centrale d'achat qui est de toute façon outillée et qui sait faire ça. Notre positionnement, c'est d'essayer de lui apporter ce complément-là que la distribution notamment et d'autres ont beaucoup de mal à débloquer, quoi. Donc aucune volonté dans les médias de faire mieux, vouloir faire mieux ce que nos clients font, quoi. On n'est pas en concurrence avec nos clients. Ça, c'est un premier sujet. La massification, si Direct Market aujourd'hui est présent sur quasiment les 3/4 du territoire français, on se développe. Ça, c'est un sujet de massification lorsqu'on va parler d'initiatives de produits locaux. Et c'est un fait aujourd'hui. Il y a une multitude de choses qui se passent et qui sont très localisées sur le territoire. On a, nous, cette capacité de massification. On a effectivement un effet qui nous permet de mutualiser les coûts logistiques, notamment, quoi. Parce que on est confronté effectivement à toutes les aspérités du territoire. Les productions sont pas les mêmes partout, la densité de transporteurs est pas la même, les coûts sont pas les mêmes partout, etc. Et on arrive à lisser ça pour chacun de nos clients et à apporter de la performance qu'on pourrait avoir quelque part à de la résistance qui y aurait d'un autre côté, quoi. Alors concernant les paiements, comme disait Eric tout à l'heure, je pense que c'est important de préciser aussi que via ce partenariat qu'on a passé avec la banque CIC, on arrive à renvoyer l'argent très vite dans les exploitations, quoi. Et on apporte la confiance aux producteurs, quels qu'ils soient, hein, puisque on n'a pas de parti pris. C'est pas nous, Direct Market, de faire des choix à la place du consommateur. Petit, moyen, grand, etc. On doit nous apporter la connaissance du producteur au conso pour qu'il puisse faire son achat en connaissance de cause. Mais les paiements, on les sécurise via ce partenariat avec CIC et on est en mesure de renvoyer la trésorerie très vite dans les exploitations. La restauration collective aujourd'hui, où les collectivités, elles payent à 90 jours, 110 jours. Il y a la loi et il y a la réalité du terrain. Et aujourd'hui, nous, je veux dire, en 15 jours, c'est réglé, quoi. 15 jours le mois d'après, le producteur, il dispose de sa trésor. Et ensuite, on gère nous-mêmes ces problématiques de paiement derrière pour les producteurs et même pour les commerçants. Concernant les pertes, oui, on a, alors aussi jeune que l'entreprise puisse être, eh bien, on commence à organiser aujourd'hui les productions parce que Yves, vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculture, c'est un temps long. Eh bien, on commence, nous, à avoir cet effet de filière, hein, si je peux appeler ça comme ça, mais de mise en adéquation des capacités locales avec le besoin local. Et puis, concernant les pertes, effectivement, ce qu'on fait, c'est un côté très tech, mais ça doit laisser la place à l'humain, tout ça. Parce qu'on a réussi à renforcer les relations entre ces clients, commerçants, collectivités utilisateurs et les producteurs eux-mêmes. On arrive à mettre en place cette dynamique et aujourd'hui, au lieu de se charger de commercialisation, de livraison, de facturation, de paiement, eh bien, on arrive à parler d'autres choses avec eux et de construire demain. On est aussi à leur côté puisque on s'adresse et on adresse ce sujet-là aussi à des enseignes, des clients qui ont plutôt l'aspect social, qui sont plutôt sur des circuits de vente sociaux, hein, proches de la Croix-Rouge et des sujets de ce type-là. Je ne vais pas crier leur nom non plus, mais on arrive à faire en sorte que les producteurs
parce qu'il faut le dire, ils l'expriment comme ça, ne retournent pas leurs produits dans les champs. Alors qu'un producteur retourne ses produits dans les champs, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire qu'il y a une partie de sa production qu'il n'a pas vendue pour une raison, pour une autre. Et ça, on arrive à commercialiser. On arrive à envoyer vers ces circuits. Sébastien, je sais pas que je veux vous couper, mais il va être bientôt voilà. Et moi, je vais bientôt monter dans mon train. Faire une petite phrase et puis ensuite parce que qu'Olivier conclut parce que ça va être l'heure et qu'on va perdre tout le monde. Juste un dernier mot, Sébastien. On passe à Olivier et puis on conclut si ça vous va. Sébastien, vous vouliez juste rajouter une petite phrase et ensuite je passe la parole à Olivier. Ouais, je pense que là, en tant que direct market, on a une capacité à s'adresser à beaucoup de monde parce que ce sujet ou ces problématiques qui concernent tout le monde, en fait, on les a tous. Éric Guérin les a exprimés aussi tout à l'heure, quoi. Et on a cette mesure, cette capacité à massifier et à traiter en même temps à côté des toutes petites choses. Merci beaucoup. Olivier? Oui, avant que mon train arrive, je voulais juste partager une réflexion positive et une réflexion négative. Le positif pour notre grande filière alimentaire, c'est que depuis 20 à 30 ans, le consommateur, il accepte la valorisation, il la suit. Je prendrai 2 indicateurs. La hausse long terme de la consommation hors domicile. Un repas hors domicile coûte plus cher à celui qui le prend qu'un repas à domicile. Et le deuxième indicateur, c'est le fait qu'en grande distribution, si on regarde même que la consommation à domicile, on a une valorisation, puisque chaque année, depuis en gros 15 ans, l'évolution en valeur est supérieure à l'évolution en volume. Alors, je vous demande un instant. Voilà, juste mon train est passé. On a une augmentation en valeur qui est supérieure à l'augmentation en volume. Ça veut dire que le consommateur, il accepte de dépenser plus pour son alimentation. Et ça, c'est formidable. Par contre, l'élément négatif, c'est qu'aujourd'hui, on se demande s'il dépense plus pour la matière première ou pour le service qui est associé. Et le phénomène Uber Eats et Deliveroo, il est fascinant. Quand vous faites venir un plat chez vous, un Deliveroo ou un Uber Eats, la valeur de la matière première agricole dedans, elle n'est pas plus forte, alors que ce que ça vous coûte à vous, consommateurs, c'est beaucoup plus fort. Et donc, c'est un sacré défi qui se pose aujourd'hui à la filière alimentaire, c'est comment la valeur que le client est prêt à mettre dans sa bouffe, elle revient à la matière première et pas au service qu'il y a autour. Parce que le service qu'il y a autour, il ne ramène rien à la ferme France. Et au contraire d'ailleurs, parce que quand Uber Eats vous livre chez vous un repas, s'il y a du poulet dedans, il est à 80% des cas polonais, brésilien ou ukrainien. Alors que si vous l'aviez acheté en grande distrib, il était français. Et pourtant, il vous aura coûté plus cher, puisque vous aurez eu du service de préparation et de livraison. Vous voyez l'enjeu qu'il y a sur la filière alimentaire, c'est capter la valeur que le client est prêt à mettre. Il est prêt à la mettre, mais il faut qu'elle aille sur la matière première et pas uniquement sur le service. Merci Olivier. Moi, je voudrais juste, et c'est pour la captation, Nathalie, parce que je sais que les personnes, il faut qu'elles partent toutes, c'est que je veux quand même qu'on aborde, parce que c'est Planète Food Santé, et qu'on aborde juste quand même en 2 lignes en quoi les circuits courts et la santé, ça a un lien. Et ensuite, on va se quitter. Mais je veux que ce soit au moins sur la captation. Ça va être très très court parce que, en fait, j'ai envie de te dire, ça n'a aucun lien. Parce qu'on peut manger très mal avec des circuits courts et très bien avec des circuits longs. Parce que la principale problématique de santé pour notre alimentation, c'est la quantité en ce moment. C'est-à-dire qu'on est gros. On est trop gros. Donc, déjà, il faudrait qu'on mange un peu moins. Alors, vous voyez comme quoi, c'est pas si blanc et noir. C'est augmenter peut-être la part de fruits et légumes. Donc, il y a un petit côté local parce que ça, c'est juste ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc, par rapport à notre alimentation, la problématique, elle est d'abord quantitative. Après, et en même temps, elle est qualitative. C'est-à-dire que nos problématiques... le surpoids et d'obésité, c'est ce qui engendre plein de maladies. Il y a après aussi tout ce qui est lié avec, on va dire, l'ultra-transformation, la perte de valeur nutritionnelle de certains aliments. Donc là, on est dans le qualitatif. Et bien là, peut-être que les circuits courts ou de proximité, je trouve que cette définition est quand même mieux. Cette connaissance des produits aussi, et ça, on est dans la pédagogie, on mange quoi, ça sert à quoi, je connais. Donc déjà, voilà. Donc, connaissance de nos besoins, ça, on en est loin. Donc ça, ce sera dans la pédagogie. Connaissance des produits, ça c'est la proximité va pouvoir nous l'apporter parce qu'on va pouvoir discuter du produit, comment il est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est l'impact sur ma santé. Donc oui, ça aura forcément un intérêt positif, c'est clair, c'est un cercle vertueux. Mais à court terme, ce sera un temps très long
qu'on pourra montrer sur notre santé, parce que effectivement aujourd'hui on n'a aucun produit miracle, mais on n'a aucun produit mortel, qu'il vienne de loin ou de près. Donc, merci voilà, beaucoup. merci On se retrouve le mois prochain. On sera en version midi, hein, parce que maintenant on a Ouais, bien on va compris changer qu'on les était horaires. depuis, voilà, on va changer les horaires. Même, tu sais, Sandrine, on m'a dit, puisque c'est vraiment, ça sert dans le cadre professionnel, on peut être en fin de matinée, c'est-à-dire vers 11 heures, on peut être sur le temps de travail, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais ça fait partie de la connaissance que je dois avoir dans le cadre de mon job, et donc je peux tout à fait justifier ça auprès de ma direction, d'assister au webinaire Planète Food Santé. Moi, je trouve qu'en un an, c'est pas mal. Hein. Olivier, avec Sandrine, on aura une demande à te faire. On a envie de participer à ton think tank parce qu'on amènera un peu de féminité, j'ai l'impression. Ouais. Puis nous, on est très pédagogie, puis un petit peu, on va un peu innover en pédagogie alimentaire. On va se quitter. Je vais vous remercier. Yves, je veux juste te demander un truc parce que je sais qu'on en avait parlé. Un signal faible sur l'alimentation de proximité, sur les qu'est-ce qu'il faut regarder à long terme, vu que tu dis que c'est toujours un temps long. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et on se quittera là-dessus. Il faut regarder la transformation des aliments et cette tendance à refuser l'hypertransformation. Il y a des choses à faire là-dessus. C'est exactement ce que voilà. C'est dans le qualitatif. Alors aujourd'hui, on avait des Suisses, on avait des Canadiens, on avait des Sud-Américains. Donc voilà, c'est la célébrité. On traite de la gestion de crise, je crois, le mois prochain, Nathalie. Ouais. Est-ce que les entreprises sont bien câblées pour pouvoir répondre à toutes ces micro-crises ou crises majeures qui mettent en cause en fait les entreprises agroalimentaires et qui en fait font ressurgir la défiance et qui cassent complètement toute cette spirale qu'on a envie de construire. Donc si on avait des bons outils dans les entreprises, on pourrait finalement mettre court à ce type de médiatisation négative. Donc voilà, on voudrait aider les entreprises. On a plein de choses à leur dire. Ce sera le 24, je crois. Et au niveau de l'horaire, je pense qu'on va le faire en milieu de matinée. Voilà. Parce que justement, c'est vraiment quelque chose qui est utile aux entreprises et que le public, là, sera vraiment la qualité, le marketing, la communication pour ne pas détruire toute cette image qu'on crée ensemble. J'imagine pas une crise sanitaire chez Direct Market. Ça fout en l'air tout ce que vous avez créé. Ce serait vraiment dommage. Alors, à propos de Direct Market, je serai le mois prochain chez Direct Market. Je vais faire un petit film. J'adore, c'est vachement, ouais. Voilà, je vais les voir le mois prochain à Strasbourg. Je te remercie, chérie. Si tu veux, j'y suis le 2, je crois. Le 2 juillet, je serai là-bas. Je ferai un petit film et puis si tu autorises, on le mettra sur nos réseaux sociaux, voilà, pour montrer ce que c'est Direct Market et l'alimentation de proximité. Yves, on fera un truc sur le cannabis. Il faut que tu nous en parles. Est-ce qu'on fait du cannabis en circuit court? Je n'en sais rien. Il est 20h27. Comme d'habitude, on a été extrêmement bavard. On vous embrasse tous. Merci de vos encouragements, de vos messages, de tout. Dès demain matin, le replay sera en ligne. Et puis, merci encore à tous. Et puis, on répondra aux questions auxquelles on n'a pas répondu. Bon appétit. Il reste une demi-heure pour profiter des terrasses. Bonne chérie Guérin ce soir. Hein. Allez, bisous à tous. Salut, ciao. Bisous, au revoir. Merci Sandrine, hein, ciao.